Ma sœur m'a envoyé un SMS, envoie 18 500 $ pour les 18 ans de mon fils. Elle m'a envoyé des photos de la salle, du costume et d'un gâteau à 2500 $. L'horloge numérique sur mon bureau indiquait exactement 23h45 un jeudi soir. J'étais assise à mon massif bureau en acajou importé dans mon Penthouse du quartier financier, en train de réviser les projections de revenus trimestriels de mon groupe de holding d'immobilier commercial et d'hôtellerie. Les lumières de New York brillaient intensément à travers les baies vitrées allant du sol au plafond, un rappel silencieux et lumineux de l'empire d'affaires que j'avais méticuleusement bâti à partir de rien au cours de la dernière décennie. Mon parcours jusqu'à ce Penthouse avait été pavé de sang, de sueur et d'une détermination sans faille. Alors que ma sœur aînée, Madison, recevait tout sur un plateau d'argent, je travaillais 80 heures par semaine pour bâtir un empire hôtelier à partir de zéro. J'avais sacrifié ma vingtaine pour m'assurer de ne jamais dépendre de personne. Et pourtant, peu importe la hauteur de mon ascension, ma famille me regardait toujours et voyait la jeune sœur en difficulté qui n'était bonne qu'à se faire soutirer de l'argent rapidement. Le silence de mon bureau a été soudainement brisé lorsque mon téléphone a vibré violemment contre la surface en bois. C'était le groupe de discussion de la famille Vance. J'avais mis la conversation en sourdine des mois plus tôt, épuisé par les demandes et les drames constants, mais je voyais encore les bannières de notifications s'éclairer sur mon écran en une succession rapide. Madison, ma sœur de 38 ans, avait envoyé une rafale de photos haute résolution. La première image montrait la grande salle de bal de l'Astor Room. Il est largement connu comme le club privé le plus cher et le plus restreint de tout New York, accueillant exclusivement la vieille bourgeoisie et les individus extrêmement fortunés. La deuxième photo montrait mon neveu de 18 ans, Mason, debout devant un miroir de luxe, essayant un costume Tom Ford sur mesure. La troisième image était un rendu numérique d'un gâteau à 6 étages baigné de feuilles d'or comestibles avec un prix de 2500 $ clairement visible dans le coin de l'écran. Puis est venu le SMS de Madison. Il disait: « Jessica, j'ai besoin que tu vires 18 500 $ pour couvrir la facture finale du traiteur et de la salle pour la fête d'anniversaire de Mason. L'argent doit être sur leur compte avant 8 heures demain matin, sinon ils ne déverrouilleront pas les portes de la salle de bal. Ne me fais pas courir après toi pour ça. Ne gâche pas le grand jour de ton neveu. » J'ai fixé l'écran lumineux pendant un long moment. Je n'ai ressenti ni choc ni surprise, je n'ai ressenti qu'une lassitude profonde, épuisante et familière. C'était Madison dans sa forme la plus pure. Elle vivait dans un état constant et épuisant de luxe fabriqué. Elle conduisait une Range Rover en location qu'elle pouvait à peine se permettre, portait des sacs de marque achetés avec des cartes de crédit à taux d'intérêt élevés et passait des heures à soigner sa présence sur les réseaux sociaux. Elle voulait désespérément que le monde la voie comme l'élite de l'Upper East Side, mais sa réalité était une montagne de dettes écrasantes. Et comme toujours, elle s'attendait à ce que je règle la note pour entretenir son illusion absolue. J'ai tapé ma réponse, laissant la froide vérité guider mes doigts, et j'ai appuyé sur envoyer sans hésiter, trouve un travail. J'ai jeté mon téléphone face contre terre sur le bureau et j'ai repris mon stylo, prête à me remettre à mes rapports de revenus. Je savais exactement ce qui allait suivre. La dynamique familiale toxique était identique depuis que nous étions petites filles. Madison était l'enfant chéri qui ne pouvait tout simplement rien faire de mal, elle était la star, la belle, celle qui avait épousé William, un agent de prêt blanc qui adorait nous frotter son salaire médiocre et sa supériorité perçue au visage. J'étais le bouc émissaire, la jeune sœur invisible qui, selon leur récit, ne faisait que de petits boulots et arrangeait des fleurs pour des événements locaux. Ils considéraient ma vie comme une petite activité secondaire pitoyable. Ils n'avaient pas la moindre idée que ma société de logistique événementielle avait discrètement acquis de vastes propriétés d'immobilier commercial tout au long de la côte est. Ils pensaient que je vivais dans un petit appartement loué et que je joignais à peine les deux bouts. Je préférais délibérément qu'il en soit ainsi, cela gardait leurs mains avides et désobligeantes loin de mes véritables comptes bancaires. Mon téléphone a commencé à sonner frénétiquement moins de 2 minutes plus tard. L'identifiant de l'appelant affichait mon père, Charles. Je l'ai laissé sonner 3 fois, écoutant la vibration agressive contre le bureau avant d'appuyer enfin sur le bouton du haut-parleur. « Jessica, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a hurlé mon père, sa voix grave résonnant nettement contre les parois de verre de mon bureau. « Ta sœur est sous une quantité immense de stress pour organiser cet événement monumental pour Mason, et tu as l'audace absolue de lui manquer de respect dans le groupe de discussion ainsi. Tu vas virer cet argent tout de suite, tu m'entends? Tu ne parles pas à ta sœur aînée de cette façon. » Mon père avait toujours protégé Madison, la mettant à l'abri des conséquences de ses propres terribles décisions.
Il alimentait ses illusions de grandeur parce que cela lui donnait le sentiment d'être le patriarche d'une dynastie riche et réussie. Je me suis adossé dans mon fauteuil ergonomique en cuir, gardant ma respiration parfaitement mesurée. Papa, je ne paye pas 18 500 $ pour une fête d'anniversaire. C'est complètement insensé. Mason n'a même pas de travail à temps partiel. Il n'a pas besoin d'un costume Tom Ford sur mesure ni d'un gâteau en or pour célébrer ses 18 ans. De plus, Madison n'a aucun droit de m'exiger ce genre d'argent comme si j'étais son distributeur automatique personnel. Ma mère, Barbara, a arraché le téléphone. Elle était l'architecte de toute cette structure toxique, utilisant toujours la culpabilité comme un maître tactique. J'entendais sa respiration courte et saccadée à travers le haut-parleur. Jessica, écoute-moi très attentivement. Tu es en train d'honteusement humilier toute cette famille. As-tu la moindre idée de qui va être à cette fête demain? William a invité des associés seniors de sa banque. Madison a invité tout le conseil d'administration de l'association des propriétaires. Si cette facture de salle n'est pas payée d'ici demain matin, ils auront l'air de vrais idiots devant tous ceux qui comptent. C'est 18 500 $. Tu n'as pas de mari à entretenir, tu n'as pas d'enfants à nourrir ou à habiller. Que fais-tu de ton argent de toute façon? Tu achètes des rubans et des ballons bon marché pour ces petites fêtes d'anniversaire que tu organises. J'ai fermé les yeux en me pinçant le haut du nez. La prétention pure qui rayonnait à travers le téléphone était physiquement étouffante. Maman, ce n'est pas parce que je n'ai pas de mari que mon compte bancaire appartient à Madison et William. S'ils veulent recevoir des associés seniors d'une banque dans un endroit comme la Stair Room, ils peuvent le payer eux-mêmes. On ne peut pas organiser une fête de luxe avec un budget de restauration rapide et exiger ensuite que je vous tire d'affaire. Tu es tellement égoïste, s'est écriée ma mère, sa voix prenant ce ton dramatique et pleurnichard familier qu'elle utilisait chaque fois qu'elle avait besoin de manipuler une situation. Tu as toujours été profondément jalouse de ta sœur. Es-tu jalouse qu'elle ait un mari subvenant à ses besoins et un beau-fils? Tu ne fais que ces petits boulots secondaires, à organiser des fêtes et faire des courses pour des gérants de restaurants toute la journée pendant qu'elle bâtit une vraie vie respectable. Tu devrais te sentir profondément honoré qu'elle te permette de contribuer au plus important jalon de ton neveu. Si tu ne paies pas cette facture tout de suite, tu ne fais plus partie de cette famille. Nous te couperons complètement les vivres, Jessica. Tu n'auras plus personne. Avant que je ne puisse assimiler l'absurdité pure de la menace de ma mère, une nouvelle voix est sortie du haut-parleur, c'était William. Il avait manifestement pris le téléphone des mains de ma mère et s'était mis en charge de la conversation. Son ton était d'une condescendance agaçante, suintant de cette assurance non méritée et de cette condescendance raciale qu'il me réservait toujours tout particulièrement. « Écoute, Jessica, » a dit William lentement, étirant mon nom comme s'il s'adressait à un enfant lent qui venait de renverser un verre de lait. « Tu ne comprends manifestement pas comment fonctionne la haute société ni comment les investissements sont faits. Tu es une travailleuse manuelle, tu fais des courses, tu installes des chaises. Tu ne saisis tout simplement pas les mécaniques complexes du réseautage d'élite. Cette fête est un investissement dans l'avenir de Mason. C'est une opportunité de réseautage qui lui ouvrira des portes cruciales et des portes que tu ne pourras franchement jamais franchir en raison de ta carrière limitée. » Je suis restée parfaitement silencieuse, le laissant creuser sa propre tombe monumentale. William a pris mon silence comme un signal et a poursuivi, son ego gonflant à chaque mot. « Alors, laisse-moi bien comprendre, » ai-je dit, ma voix devenant dangereusement basse et stable, coupant son monologue arrogant. Tu veux que je plafonne mes cartes de crédit à faible limite prétendues pour payer la fête de luxe de ton fils parce que ton argent est bloqué, et en échange tu me donneras un cours gratuit d'éducation financière? Exactement, a dit William, ayant l'air incroyablement satisfait de lui-même. Tu vois, tu finis par comprendre. Paye simplement la facture avant 8 heures demain matin. Jessica, sois un joueur d'équipe pour une fois dans ta misérable vie au lieu d'être aussi têtu et borné. Ton travail de coursier ne payera jamais un gâteau à 2 500 $ de toute façon, alors mets-le sur une carte de crédit et laisse les vrais adultes gérer le reste. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton rouge, mettant fin à l'appel immédiatement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas essayé d'expliquer que mon prétendu travail de coursier avait généré plus de 40 millions de dollars de bénéfices nets l'année dernière. Je n'avais pas besoin de me défendre devant un homme qui gagnait à peine 60 000 $ par an tout en se noyant sous les dettes de consommation. Je suis resté assise dans le silence de mon penthouse, la lueur bleue et froide de mes écrans d'ordinateur éclairant la pièce sombre.
Les mots condescendants de William résonnaient dans ma tête. Il était tellement arrogant, tellement absolument certain d'être la personne la plus intelligente de la pièce simplement en raison de son sexe et de sa race. J'ai tourné mon attention vers mon installation à 3 moniteurs. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur sécurisé et j'ai tapé l'URL administrative du système de gestion immobilière de la Stairroom. Ma famille pensait que je ne faisais qu'arranger des fleurs et négocier des contrats de base avec des fournisseurs pour des lieux locaux. Ils n'avaient pas la moindre idée que mon groupe de holding avait acheté la Stairroom dans son intégralité 3 mois plus tôt lors d'une acquisition massive de plusieurs millions de dollars en comptant. J'ai contourné la connexion employée standard et utilisé mes identifiants de direction générale pour accéder aux dossiers financiers les plus profonds du lieu. J'ai ouvert le calendrier des événements à venir pour le week-end et cliqué sur la réservation privée répertoriée sous Mason Miller. Le fichier numérique s'est ouvert instantanément, affichant le forfait traiteur premium, les exigences de dépôt de garantie et le solde restant. Mais alors que mes yeux balayaient le contrat numérique, mon sang s'est complètement glacé. J'ai arrêté de respirer pendant une fraction de seconde. Le silence du Penthouse est soudainement devenu assourdissant. Là, tout en bas du document juridique, sous la section explicitement intitulée « Garant financier », se trouvait mon nom, Jessica Vance. Et juste à côté, téléchargé en toute sécurité dans le système financier, se trouvait une signature numérique. C'était une falsification flagrante, complète et incontestable. Mon cœur battait à un rythme lent et régulier contre mes côtes alors que j'analysais le document falsifié. La signature était une copie correcte de celle que j'utilisais sur les cartes de vœux familiales de base, mais elle manquait des fioritures spécifiques et confiantes que j'utilisais pour les documents d'entreprise juridiquement contraignants. William, travaillant dans une banque, avait dû se croire très intelligent en trouvant un moyen de contourner le dépôt de garantie initiale en mettant mon nom en jeu. Il supposait qu'une fois la fête commencée, je serais trop embarrassé par la pression sociale pour contester les frais. Il supposait que j'absorberais simplement le coût financier pour protéger le nom de la famille, tout comme mes parents l'avaient toujours fait. Il se trompait lourdement. Très, très lourdement. Ils ne m'avaient pas seulement envoyé un SMS pour me demander de l'argent, ils n'avaient pas seulement essayé me harceler pour que je paye une fête de luxe, ils avaient déjà volé mon identité et commis une fraude télématique fédérale. J'ai fixé la signature falsifiée, sentant un œuf froid et dur de résolution pur se former dans ma poitrine. Ma famille avait enfin franchi la ligne entre la prétention toxique et le comportement criminel réel. Et ils allaient découvrir exactement ce qui se produit lorsque l'on tente d'escroquer la personne qui possède l'immeuble. Le soleil du matin perçait à peine à travers le verre dépoli de mon petit magasin en bordure du Queens. Les lettres dorées effacées sur la porte indiquaient « Vance Event Logistique ». C'est me paraissait un espace non supérieur à un salon standard, contenant 2 bureaux de base, un classeur et quelques dossiers d'arrangements floraux. Ma famille pensait que c'était l'intégralité de mon existence, ils croyaient que je passais mes journées ici à marchander des prix de ruban en gros et à supplier les fournisseurs locaux pour obtenir des réductions. Ils n'avaient aucune idée que ce modeste bureau n'était rien de plus qu'un leur soigneusement construit, une frontière physique que je maintenais spécifiquement pour garder leur avidité insatiable à des kilomètres de mon véritable siège de holding à Manhattan. Je m'assis derrière le bureau en stratifie rayé, buvant du café noir, parfaitement calme. J'avais à peine dormi, mais mon esprit fonctionnait avec une précision tranchante. La copie numérique du contrat falsifié brûlait dans ma mémoire. Je savais qu'il venait, l'arrogance de ce que William avait fait garantissait pratiquement qu'il se présenterait en personne pour s'assurer que leur piège se referme. Pile à l'heure, à 9 heures du matin, la cloche en laiton bon marché au-dessus de la porte d'entrée a tinté fort. Ils ne sont pas simplement entrés, ils ont envahi le petit espace. Mon père, Charles, menait la marche, le torse bombé dans un polo de golf sur mesure. Ma mère, Barbara, le suivait de près, serrant son sac de marque comme un bouclier de supériorité. Madison est entré en fanfare, ayant l'air totalement épuisé par le simple fait de poser le pied dans un quartier populaire, et fermant la marche se trouvait William. Il portait un costume bleu marine impeccable et une expression suffisante qui a immédiatement fait monter ma tension artérielle. Il a regardé autour de mon modeste bureau et a visiblement ricané, époussetant la poussière d'une fausse plante près de l'entrée. Eh bien, cet endroit est certainement déprimant, a soupiré fort Madison, laissant tomber ses énormes lunettes de soleil dans son sac. Jessica, ça sent le vieux papier et le café bon marché ici. Pouvons-nous faire vite? J'ai un rendez-vous au spa à 11 heures pour me préparer pour la fête ce soir. Je suis restée assise, gardant mes mains proprement croisées sur le bureau.
Que puis-je faire pour vous, Madison? Je pensais avoir rendu ma position très claire hier soir. Mon père a frappé du poing sur mon bureau, faisant trembler ma tasse de café. Tu ne dictes pas tes conditions à cette famille, a-t-il aboyé, sa voix imprégnée de cette autorité toxique familière. Nous sommes ici parce que tu vas arrêter de jouer à ces petits jeux mesquins et remplir tes obligations. Madison organise l'événement social le plus important de l'année pour ton neveu et tu essaies de nous humilier pour une simple facture de traiteur. Ma mère s'est avancée, secouant la tête avec une expression exagérée de profonde déception. Jessica, nous ne t'avons pas élevée pour être aussi rancunière. Nous t'avons élevée pour soutenir ton sang. William a généreusement géré toutes les négociations de la salle pour nous afin que Madison n'ait pas à stresser. La moindre des choses que tu puisses faire est de t'occuper des frais finaux de la salle. C'est ton devoir en tant que tante. J'ai regardé William. Il s'appuyait contre le classeur, les bras croisés, rayonnant d'une confiance pure et non méritée. Il m'a adressé un sourire condescendant et a fait un pas délibéré en avant, s'insérant entre mes parents et moi. Parlons des faits, Jessica, a dit William, utilisant cette voix basse et lente qu'il réservait lorsqu'il ressentait le besoin de m'éduquer. Je sais que tu t'es emporté hier soir, alors je vais te poser cela simplement. Lorsque j'ai établi le contrat avec l'Aster Room, ils ont exigé un garant financier enregistré pour sécuriser la réservation. Comme mon capital est actuellement bloqué dans des rendements de marché agressifs, j'ai pris les devants et j'ai mis ta carte de crédit professionnel principale comme compte garant. Il a dit cela si naturellement, il avouait un vol d'identité qualifié comme s'il expliquait comment commander un café au lait. Je suis resté parfaitement impassible. William a ricané, secouant la tête comme si mon ignorance était vraiment épuisante. C'est un espace réservé standard, Jessica. Ne fais pas la naïve. Mais voici la réalité de ta situation actuelle, la salle exige que le paiement final de 18 500 $ soit autorisé sur cette carte exacte aujourd'hui. Si tu essaies d'appeler ta banque et de bloquer le débit, ou si tu prétends qu'il y a fraude, la salle transmettra automatiquement tout le compte au recouvrement. Cela déclenchera un défaut grave, un coût massif porté à ta note de crédit. William s'est penché sur mon bureau, envahissant mon espace personnel. Avec une entreprise aussi petite et fragile que la tienne, un défaut comme celui-là détruira complètement ton pouvoir d'emprunt. Tu ne pourras pas obtenir de prêt pour une nouvelle imprimante, sans parler de garder cette petite boutique ouverte. Tu seras en faillite d'ici la fin du trimestre. Donc, tu vas autoriser le débit. Tu vas payer la facture et j'accepterai gracieusement de te rembourser par versement mensuel une fois que mes investissements seront mûrs. Ma mère a hoché la tête vigoureusement en signe d'accord. Vois-tu à quel point il est raisonnable, Jessica? Il propose de te rembourser. Il y a 2 ans, ton père et moi avons souscrit une deuxième hypothèque sur notre maison pour aider William à agrandir son cabinet de conseil. Nous n'avons pas hésité. Nous n'avons pas fait de crise. Nous avons signé les papiers parce que c'est ainsi que la richesse générationnelle se bâtit, on investit dans les personnes qui ont réellement la capacité de réussir. Nous nous sommes sacrifiés pour le plus grand bien de cette famille. Tu dois arrêter d'être aussi incroyablement égoïste et faire ta part. L'audace pure de sa déclaration pendait dans l'air rassis du bureau. Mes parents avaient secrètement réhypothéqué la maison dans laquelle ils vivaient depuis 30 ans simplement pour financer les fantasmes d'ingénieur financier de William. Et maintenant, parce qu'ils avaient épuisé leurs propres ressources, ils s'attendaient à ce que j'absorbe le coût financier pour le mode de vie ridicule de Madison, ils m'utilisaient comme un bouclier humain pour protéger le beau-fils blanc qu'ils adoraient. J'ai lentement sorti ma tablette du tiroir du bureau. Mon écran était déjà connecté à l'interface administrative sécurisée de l'Aster Room. Pendant que William continuait de me faire la leçon sur l'importance de maintenir une note de crédit impeccable, j'ai ouvert en silence la facture détaillée exacte pour la fête des 18 ans de Mason. Mes yeux ont balayé les lignes numériques de chiffres. Je connaissais intimement la structure tarifaire de mon propre établissement. Le forfait d'événement Platinum, qui incluait la location de la grande salle de bal, le traiteur premium, la sécurité et le personnel de service, s'élevait à un tarif fixe d'exactement 5 000 $. J'ai fait défiler plus bas. Il y avait un ajout manuel ajouté au contrat par le client, il était répertorié comme un paiement à un fournisseur tiers. Le montant était d'exactement 13 500 $. Mon esprit a croisé les données brutes instantanément. La salle ne facturait que 5 000 $, le reste de l'argent, le montant massif de 18 500 $ qu'ils exigeaient que je vire, était en grande partie faux.
William avait délibérément altéré les termes du contrat, il utilisait le système de facturation de la salle pour traiter une surfacturation massive sur ma carte dans l'intention de se faire remettre la différence de 13 500 $ directement en comptant par la salle sous forme de prétendu paiement de fournisseur. Il n'essayait pas seulement d'obtenir une fête gratuite, il utilisait l'anniversaire de mon neveu comme une couverture pour blanchir 13 500 $ directement depuis mon compte bancaire. J'ai levé les yeux de l'écran. Mon regard a dérivé du visage suffisant de William à la posture défensive désespérée de ma mère, et enfin au regard sévère et impitoyable de mon père. Une réalisation soudaine et glaçante m'a submergé. Mes parents savaient. Ils n'avaient peut-être pas compris les mécaniques numériques exactes de la fraude télématique, mais ils savaient absolument que William était lourdement endetté. Ils savaient qu'il avait besoin d'une injection massive d'argent liquide immédiatement. Ils étaient pleinement conscients que toute cette installation était de l'extorsion. Ils me jetaient de plein gré au loup pour empêcher les échecs de William de devenir publics et de ruiner leur fausse façade de classe supérieure. Jessica, arrête de fixer cet écran et écoute ton beau-frère, a lancé Madison en claquant des doigts dans ma direction. La fête commence à 16 h. J'ai besoin que tu ailles à la Stair Room et que tu passes physiquement la carte avec leur gérant. N'essaie pas de le faire par téléphone, ils ont besoin de la lecture physique de la puce pour un montant aussi élevé. Vas-y et arrête de me rendre la vie si difficile. Je jure que tu gâches tout ce que tu touches. J'ai pris une respiration lente et profonde, laissant le lourd silence s'étirer. J'ai regardé les quatre debout dans mon bureau entièrement convaincus de détenir tout le pouvoir. Ils croyaient avoir trompé la sœur non éduquée. Ils pensaient que j'étais piégé par la peur de la ruine financière et de l'obligation familiale. J'ai laissé mes épaules s'affaisser légèrement vers l'avant. J'ai baissé mon regard vers le bureau, maîtrisant la posture exacte d'une femme vaincue et brisée qui avait enfin réalisé qu'elle n'avait aucune issue. J'ai laissé échapper un long soupir tremblant. Vous avez raison, ai-je dit, ma voix étant calme et appropriée fragile. Je ne peux pas me permettre un défaut sur ma carte de crédit professionnel. Je n'ai pas les ressources juridiques pour combattre un établissement comme la Stair Room s'il me envoie au recouvrement. William a frappé ses mains l'une contre l'autre. Un large sourire victorieux s'est répandu sur son visage. Voilà. Je savais que tu finirais par voir la logique une fois que les implications commerciales te seraient expliquées. C'est juste de l'économie de base, Jessica. J'ai gardé les yeux baissés. Très bien. J'irai à la salle cet après-midi. Je rencontrerai le gérant et je passerai la carte pour la totalité des 18 500 $. Mais je le veux par écrit que tu me rembourseras, William. William a ri à un son fort et retentissant de pure condescendance. Absolument. Je rédigerai une promesse de remboursement la semaine prochaine. Tu vois, Barbara, je te l'avais dit qu'elle avait juste besoin d'une petite poussée dans la bonne direction. Ma mère a lissé sa veste de marque, ayant l'air profondément soulagée. Dieu merci. Maintenant Madison peut se concentrer sur sa préparation pour ce soir. Jessica, rassure-toi d'être habillée présentablement quand tu iras à la salle, nous ne voulons pas que le personnel pense que notre famille est affiliée à la domesticité. Tu peux juste faire la transaction et rentrer chez toi. Ne traîne pas autour de la fête ce soir, c'est une liste d'invités exclusive et nous n'avons pas besoin que tu rendes les choses malaisantes avec ta mauvaise humeur. J'ai hoché la tête docilement. Je comprends. Je vais juste gérer le paiement et partir. Mon père m'a adressé un hochement de tête d'approbation sévère. Bien. Il est temps que tu commences à agir comme un membre solidaire de cette famille. Allons-y, tout le monde, nous avons beaucoup de préparatifs à faire. Ils sont sortis du bureau tout aussi bruyamment qu'ils y étaient entrés, laissant une traînée de parfums chers et d'arrogance toxique dans leur sillage. J'ai écouté la cloche en laiton tinter alors que la porte se refermait. J'ai attendu exactement 30 secondes, observant à travers le verre dépoli jusqu'à ce que leur SUV de luxe quitte le parking et disparaisse dans la rue. Au moment où ils sont partis, ma posture vaincue a disparu instantanément. Je me suis redressé parfaitement droite, ma colonne vertébrale comme de l'acier. J'ai tendu le bras à travers le bureau et j'ai attrapé mon téléphone, composant un numéro privé crypté. Il n'a sonné que 2 fois avant qu'une voix nette et professionnelle ne me réponde, bureau d'audit. David à l'appareil. David, c'est Jessica. J'ai besoin que tu lances une recherche financière secrète complète immédiatement, ai-je dit, ma voix étant entièrement dépourvue de toute émotion. La cible est mon beau-frère, William Miller.
J'ai besoin d'un balayage complet de tous ses comptes actifs, de ses passifs cachés et de ses lignes de crédit secrètes. Je suspecte qu'il soit profondément enchevêtré avec des prêteurs privés non autorisés ou des syndicats illégaux. Il essaie actuellement de forcer une extraction de 13 500 $ en comptant par le biais d'un paiement de fournisseur frauduleux à la Room. Je veux savoir exactement dans quelle poche cet argent est censé atterrir cet après-midi. Compris, patronne, a répondu David en tapant rapidement en arrière-plan. Je me suis levé du bureau bon marché et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la ville que je possédais pratiquement. Ne touche pas encore au contrat. Laisse-les penser que le piège fonctionne. Je vais aller à la salle cet après-midi et jouer mon rôle à la perfection. Laisse-le creuser le trou aussi profond que possible. J'ai mis fin à l'appel et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Ma famille pensait avoir acculé un animal impuissant, ils allaient découvrir qu'ils venaient d'entrer de leur plein gré dans un abattoir. Le lourd silence de mon bureau leur s'est installé autour de moi dès que la porte d'entrée s'est refermée derrière ma famille. Je suis resté parfaitement immobile à mon bureau en stratifie rayé, écoutant le faible bourdonnement du trafic de la ville à travers la fenêtre en verre dépoli. Je venais d'instruire mon auditeur financier en chef, David, de tracer chaque transaction rattachée à mon beau-frère. David était un ancien comptable médico-légal qui travaillait exclusivement pour mon groupe de holding et possédait une capacité inégalée à déterrer des secrets financiers enfouis. Je lui avais dit que j'avais besoin des données immédiatement et il avait promis d'avoir un dossier complet sur mon serveur sécurisé dans l'heure. J'ai emballé ma tablette, verrouillé le petit magasin et allé une voiture pour m'emmener à mon véritable siège social à Manhattan. Le trajet a permis à l'air frais du matin de me clarifier l'esprit, mais il n'a rien fait pour apaiser la sensation de brûlure dans ma poitrine. Ma famille s'était présentée à mon bureau et avait exigé que je sacrifie mon crédit prétendument fragile pour financer une fête de luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils avaient traité mon gagne-pain comme une victime acceptable pour leur ascension sociale. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'à mon Penthouse et je me suis versé une grande tasse de café noir fort. La vue panoramique sur la silhouette du centre-ville m'apportait habituellement un sentiment de paix profonde, mais aujourd'hui, les parois de verre ressemblaient à une cage d'observation. Je m'assieds à mon bureau de direction et j'ai fixé mes écrans cryptés, attendant que la vérité arrive. Le tinteau de notification a résonné dans la grande pièce exactement 45 minutes plus tard. David avait envoyé un fichier très sécurisé étiqueté avec le nom légal complet de William. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon café et j'ai tapé mes clés de déchiffrement. La feuille de calcul maîtresse s'est ouverte, révélant un labyrinthe de comptes bancaires, de sociétés écrans et de lignes de crédit. J'ai l'habitude d'analyser des fusions d'entreprises complexes et de massives acquisitions immobilières, mais le volume absolu de données chaotiques dans le fichier personnel de William était stupéfiant. J'ai commencé au point d'origine, cherchant la source de son capital actuel. David avait souligné une injection massive de liquidités d'il y a 2 ans. J'ai cliqué sur le document lié et j'ai senti mon souffle quitter mes poumons. L'argent ne venait pas d'un prêt bancaire ni d'une société de capital risque, c'était un virement bancaire direct depuis un compte chèque joint appartenant à mes parents, Charles et Barbara Vance. J'ai recoupé la date et le montant avec les registres immobiliers du comté, les pièces du puzzle se sont emboîtées avec une clarté terrifiante. Exactement 2 ans auparavant, mes parents avaient discrètement souscrit une deuxième hypothèque massive sur la maison dans laquelle ils vivaient depuis 3 décennies. Ils avaient extrait chaque centime de capital qu'ils avaient passé toute leur vie à bâtir et l'avaient remis directement à William. C'était le capital de départ pour Miller Innovation, la start-up technologique dont William se vantait sans cesse lors des dîners de famille. Il avait pavané dans des costumes de marque, me rabaissant sur sa brillante vision d'entrepreneur tout en vidant secrètement les fonds de retraite de mes parents. Je suis passé à l'onglet des dépenses pour sa prétendue start-up, m'attendant à voir des registres de paie, des contrats de bail de bureau et des coûts de développement logiciel. Au lieu de cela, j'ai trouvé un cimetière financier. Le compte de l'entreprise avait été complètement vidé quelques semaines après le dépôt initial. William n'avait pas embauché un seul employé ni développé un seul produit, il avait pris les économies de toute une vie de mes parents et avait canalisé l'argent à travers une série étourdissante de portefeuilles numériques et de comptes offshore. Les notes médico-légales de David détaillaient les destinations finales de ces transferts, l'argent s'était déversé dans des syndicats de paris sportifs internationaux non réglementés, des casinos crypto offshore et des salles de poker à enjeux élevés. William n'était pas un génie de l'entrepreneuriat incompris, c'était un accro aux jeux d'argent catastrophiques qui avait brûlé des centaines de milliers de dollars en l'espace de quelques mois. Lorsque l'investissement initial massif de mes parents s'était tari, les données montraient qu'il avait ouvert plusieurs cartes de crédit à plafond élevé au nom de ma sœur Madison.
Il avait systématiquement plafonné chaque carte en avance de fonds pour chasser ses pertes montantes. Le cratère financier qu'il avait creusé pour sa famille était si incroyablement profond qu'il ne pourrait jamais en sortir. Mais l'information la plus alarmante était soulignée en rouge néon au bas de la feuille de calcul. J'ai fait défiler vers le bas, mes yeux suivant les 30 derniers jours d'activité financière. Les comptes standards de William étaient tous lourdement à découvert, mais David avait signalé une série de dépôts entrants agressifs provenant d'un groupe local de prêteurs prédateurs. Ce n'était pas une banque traditionnelle ni une société de prêt sur salaire standard, c'était une entité connue pour les prêts usuriers, fournissant d'immenses quantités d'argent liquide introuvable à des personnes désespérées à des taux d'intérêt extorqueurs. William avait emprunté 50 000 $ à ses prêteurs dangereux le mois dernier, vraisemblablement pour couvrir un appel de marge de jeu massif. Les termes de ce prêt illicite étaient méticuleusement documentés dans l'analyse de David. William était piégé dans un cycle prédateur qui lui imposait d'effectuer un paiement d'intérêt hebdomadaire brutal juste pour empêcher les prêteurs de prendre des mesures physiques contre lui. J'ai regardé le montant exact en dollars du paiement hebdomadaire requis et mon sang s'est complètement glacé. Le paiement requis était d'exactement 13 500 $. Les chiffres me fixaient depuis l'écran, brûlant mes rétines, 13 500 $. C'était le montant précis du faux paiement de fournisseur que William avait secrètement ajouté au contrat de traiteur pour la fête d'anniversaire de Mason dans mon établissement. Toute l'escroquerie élaborée faisait soudainement un sens parfait, le forfait de la salle ne coûtait que 5 000 $. William avait délibérément altéré le contrat pour exiger 18 500 $ sur ma carte de crédit dans l'intention d'utiliser le système de facturation de la salle pour traiter la surfacturation. Il prévoyait que le gérant de la salle lui remette la différence de 13 500 $ et encaisse par la porte arrière sous forme de prétendu paiement de fournisseur. Il n'essayait pas seulement d'obtenir une fête gratuite pour entretenir son faux mode de vie riche, il était acculé par des usuriers dangereux qui exigeaient leur paiement hebdomadaire pour demain matin. S'il n'obtenait pas cet argent, ces hommes allaient venir le chercher. Il avait orchestré cette fraude massive pour voler le montant exact dont il avait besoin pour sauver ses propres rotules. Et il m'avait choisi pour être son bouc émissaire involontaire. Il avait falsifié ma signature pour me forcer à passer ma carte, supposant que j'absorberais simplement la dette massive par obligation familiale. J'ai repoussé ma chaise du bureau, le cuir grinçant fort dans la pièce silencieuse. Je me suis levé et j'ai marché vers la baie vitrée, pressant mon front contre le verre froid. La fraude télématique, les jeux d'argent, l'extorsion. Tout cela était vil. Mais la réalisation la plus sombre s'infiltrait lentement dans mon esprit comme un poison paralysant. Mes parents devaient savoir. Ils étaient complètement sous l'eau avec leur propre hypothèque. Le rapport de David montrait qu'ils avaient 2 mois de retard sur leurs paiements immobiliers, ils faisaient face à une saisie imminente à cause de William. Ils savaient que sa start-up était un échec total, ils savaient qu'ils se noyaient sous les dettes. Et pourtant, ils étaient entrés dans mon bureau ce matin et avaient exigé que je paye pour cette fête. Ils s'étaient tenus là et m'avaient agressivement harcelé pour que je passe ma carte. Mon père avait frappé sur mon bureau, exigeant que je fasse mon devoir, ma mère avait pleuré et m'avait traité d'égoïste pour avoir hésité. Ils savaient que William avait besoin d'une quantité massive d'argent liquide pour survivre, et ils étaient parfaitement prêts à me servir sur un plateau d'argent pour le fournir. L'ampleur absolue de leur trahison m'a soulevé le cœur. Toute ma vie, j'avais enduré leur cruauté. J'avais accepté mon rôle de bouc émissaire familial, la sœur invisible qui n'était bonne qu'à faire des courses et prendre le blâme. J'avais toujours rationalisé leur comportement comme un simple favoritisme, Madison était l'enfant chéri et j'étais juste la déception. Mais c'était un niveau de violation totalement différent. C'était une destruction financière préméditée, ils participaient de leur plein gré à un schéma pour me voler aveuglément juste pour protéger le beau-fils blanc qu'ils plaçaient sur un piédestal ridicule. Dans leur réalité tordue, la réputation et la sécurité de William valaient infiniment plus que toute mon existence. Il était l'homme qui était censé élever leur statut social, celui qui les faisait se sentir proches de la société d'élite. Le fait qu'il soit réellement un échec criminel n'importait pas pour eux, ils étaient tellement aveuglés par leur culte toxique de son statut perçu qu'ils étaient prêts à sacrifier mon gagne-pain pour le protéger des conséquences de sa propre addiction. Ma mère m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit que j'honteusement humiliais la famille en refusant de payer, elle me manipulait activement tout en essayant de me voler aveuglément. Mon père avait menacé de me déshériter si je ne me conformais pas. Ils avaient choisi de sauver un homme qui les avait ruinés plutôt qu'une fille qui n'avait rien fait d'autre que travailler dur et rester à l'écart. La douleur de cette réalisation était tranchante et étouffante, mais elle s'est éteinte presque aussi vite qu'elle s'était allumée.
La piqûre profonde et agonisante de la trahison parentale a été rapidement remplacée par une fureur froide et calculée. Je suis retourné à mon bureau et j'ai fixé les écrans lumineux. Je possédais désormais la sainte trinité absolue de la vengeance, j'avais le contrat falsifié prouvant le vol d'identité de William, j'avais l'audit financier complet prouvant son détournement de fonds et ses jeux d'argent illégaux. Et j'avais la connaissance irréfutable de la complicité toxique de mes parents. Ils pensaient manipuler une organisatrice d'événements naïve et en difficulté qui céderait finalement à leurs demandes agressives, ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de déclarer la guerre à une femme qui possédait le sol même sur lequel ils se tenaient. J'ai essuyé une seule larme de ma joue, balayant le dernier vestige de la fille qu'ils avaient complètement détruite. Cette fille avait disparu pour toujours. J'ai fermé les feuilles de calcul et verrouillé mon terminal informatique. Il était temps de me préparer. Madison m'avait ordonné d'arriver à la Stair Room cet après-midi pour rencontrer le gérant et passer ma carte, elle s'attendait à ce que j'arrive la tête baissée, prête à accepter ma punition financière. Je suis entré dans mon dressing privé et j'ai sélectionné un costume de pouvoir sur mesure impeccable. J'allais aller à la salle exactement comme il l'exigeait, j'allais me tenir silencieusement en arrière-plan et les regarder se délecter de leur faux luxe. J'allais les laisser ressentir la victoire, les laisser profiter de chaque seconde de leur prestige volé, parce qu'au moment où l'horloge sonnerait 6h12 demain matin, tout leur univers fabriqué allait brûler jusqu'au sol. Les lourdes portes en laiton de la salle de bal se sont ouvertes et je suis sorti du couloir de service faiblement éclairé. Ajustant instantanément ma posture, j'ai laissé mes épaules s'affaisser légèrement, effaçant la présence imposante qui définissait habituellement ma démarche. Je me suis retransformé en Jessica, la jeune sœur épuisée et obéissante. La salle de bal était magnifique, le soleil de fin d'après-midi se déversait à travers les grandes fenêtres arquées, captant les facettes des lustres en cristal importé et projetant une lueur chaude et brillante sur les sols en marbre poli. Des membres du personnel mettaient la touche finale aux tables, disposant les arrangements floraux élaborés que j'avais personnellement approuvés des semaines plus tôt même si ma famille croyait que Madison les avait conçus elle-même. Madison se tenait près de la cabine du DJ, pointant agressivement un doigt manucuré vers un jeune technicien. Mason était avachi dans un fauteuil en velours à proximité, faisant défiler son téléphone, la veste de son costume Tom Ford sur mesure maintenant froissée sous lui. William n'était nulle part en vue, se cachant vraisemblablement dans les toilettes pour essayer de supprimer une crise de panique. J'ai pris une profonde inspiration, serrant mon simple sac à main en cuir, et j'ai traversé délibérément le vaste sol. Mes talons cliquaient doucement, mais le son a été rapidement absorbé par le bruit ambiant des préparatifs. Madison m'a vu la première. Elle a arrêté de réprimander le DJ et a posé ses mains sur ses hanches. Un sourire victorieux et supérieur s'est répandu sur son visage. Eh bien, regarde qui a enfin décidé de se montrer, a-t-elle lancé, sa voix étant assez forte pour faire tourner la tête à plusieurs membres du personnel. Je commençais à penser que tu allais être assez têtu pour gâcher l'anniversaire de ton neveu. Je me suis arrêté à quelques pieds d'elle, gardant mes yeux légèrement baissés, jouant mon rôle à la perfection absolue. Je suis là, Madison. Où est le gérant? Mason n'a même pas levé les yeux de son téléphone, il a simplement ricané un son court et laid de dédain pur. Il était temps, tante Jessica. Tu ferais mieux de vous dépêcher avant qu'il ne verrouille les portes et ne nous fasse honte. L'audace pure d'un garçon de 18 ans me parlant de cette façon, surtout quand j'étais censé sortir toute sa famille d'une dette massive, était à couper le souffle. Mais je n'ai pas réagi, j'ai absorbé le manque de respect soigneusement, le classant dans le coffre des griefs que j'allais bientôt vider. Marcus apporte le terminal de paiement maintenant, a dit Madison en balayant l'air d'un geste de la main. Passe juste ta carte et finissons. William gère des appels financiers très sensibles, donc tu n'as pas besoin de le déranger. Gère juste la transaction. Pile à l'heure, Marcus est apparu depuis l'aile administrative. Il marchait à grands pas décidés, portant une tablette de paiement numérique élégante et un dossier en cuir contenant le contrat. Son visage était un masque de professionnalisme parfait et impénétrable. Il s'est approché de notre petit groupe, ses yeux croisant brièvement les miens avant de se déplacer vers Madison. Bonjour, a dit Marcus, sa voix étant grave et résonnante. Je comprends que nous sommes prêts à finaliser la facturation pour l'événement ce soir. Oui, a dit Madison en faisant un pas en arrière et en désignant vers moi avec une fioriture théâtrale. Ma sœur va s'occuper de la facture finale. Faites vite, s'il vous plaît. Marcus a concentré son attention sur moi. Il a ouvert le dossier en cuir, révélant la facture finale, les chiffres noirs en gras se détachaient nettement sur le papier blanc immaculé.
18 500 $. Le solde restant total pour la location de la salle, le traiteur premium et le paiement manuel du fournisseur est de 18 500 $, a déclaré clairement Marcus, s'assurant que le montant soit prononcé à voix haute pour le registre. J'ai plongé la main dans mon sac à main, mes doigts effleurant le métal froid de ma carte de crédit d'entreprise. C'était le moment, c'était le point de non-retour. En remettant cette carte, je m'engageais pleinement dans l'illusion, je leur donnais exactement assez de cordes pour se pendre complètement. J'ai sorti la carte, une lourde carte en métal noir massif sans inscription qui appartenait à mon groupe de holding principal. Les yeux de Madison se sont ancrés sur la carte, une lueur de surprise s'est enregistrée sur son visage. Elle avait l'habitude de me voir avec des cartes bancaires standards à faible limite, elle ne reconnaissait pas celle-ci, mais elle était trop consumée par sa propre victoire pour la questionner. Voilà, ai-je dit, ma voix étant douce et retenue. J'ai tendu la carte à Marcus. Marcus a pris la carte avec un hochement de tête solennel. Il a inséré la puce dans le terminal, la machine a émis un bip, traitant la charge massive. La tension dans l'air était épaisse, étouffante. Je savais que quelque part dans le bâtiment, William transpirait, attendant la confirmation que son schéma d'extorsion désespéré avait fonctionné. Le terminal a émis une séquence joyeuse et mélodique, approuvée. Marcus a retiré la carte et me l'a rendue avec un reçu imprimé. Madison a laissé échapper un long soupir dramatique de soulagement, se retransformant instantanément en la mondaine arrogante. Enfin, a-t-elle dit, arrachant pratiquement le reçu de ma main avant que je ne puisse même le regarder. Maintenant, Jessica, tu dois partir. Les invités vont arriver dans 1 heure et c'est un événement formel et très exclusif. Tu n'es pas habillée appropriément et, franchement, je ne veux pas que tu traînes ici avec cet air amer sur le visage. Elle me renvoyait de mon propre bâtiment, elle m'avait soutiré l'argent et me jetait maintenant par la porte arrière, complètement indifférente au fait que je me sois prétendument ruiné pour sauver la fête de son fils. Je comprends, ai-je dit en glissant la carte dans mon sac à main. Je vais partir. Mason a enfin levé les yeux de son téléphone, un sourire cruel et moqueur sur le visage. Merci pour l'argent, tante Jessica. Ne laisse pas la porte te frapper en sortant. Je n'ai pas dit un mot, je n'en avais pas besoin. Je leur ai simplement tourné le dos et je suis parti. J'ai traversé la grande salle de bal la tête haute, le son de mes talons résonnant sur le marbre. J'ai senti leurs yeux sur moi, j'ai senti leur sourire suffisant et victorieux me brûler le dos. Ils pensaient avoir gagné, ils pensaient avoir joué le système avec succès et exploité ma faiblesse prétendue. J'ai poussé les lourdes portes en laiton et suis sorti dans le chaud après-midi new-yorkais. Je ne suis pas allé à ma voiture, je n'ai pas quitté les lieux. Au lieu de cela, j'ai contourné l'immeuble, accédant à une entrée privée cachée qui menait directement à ma suite de propriétaires sécurisés et insonorisés donnant sur la salle de bal. La suite était un sanctuaire de bois sombre et de cuir, équipé d'un mur de moniteurs relié au vaste réseau de caméras de sécurité du lieu. Je me suis versé un verre d'eau pétillante, je m'assis dans le fauteuil en cuir moelleux et j'ai allumé les écrans. J'avais une vue parfaite en haute définition et sous plusieurs angles de toute la salle de bal, je pouvais tout voir. J'ai regardé les invités commencer à arriver, une parade de propriétaires d'entreprises locales, de petits politiciens et de cadres bancaires de niveau moyen, tous vêtus de tenues formelles. Entièrement inconscient que la fête somptueuse à laquelle il assistait était financée par une fraude télématique et une saisie imminente. J'ai regardé Madison accueillir les invités avec des étreintes exagérées et des baisers de cinéma, jouant le rôle de l'hôtesse riche et bienveillante. J'ai regardé Mason tenir court avec ses amis, arrogant et inconscient. Et puis j'ai regardé William, il était émergé de là où il se cachait, mais le soulagement qu'il avait dû ressentir lorsque la carte avait été approuvée avait clairement disparu. Il faisait les 100 pas près de la sortie arrière, vérifiant constamment son téléphone, son visage étant un masque de panique à peine contenu. Il continuait de regarder vers l'aile administrative, attendant que Marcus sorte avec les 13 500 $ en comptant, il allait attendre très longtemps. Je me suis penché en avant, tapant quelques touches sur ma console. J'ai ouvert le flux audio du bureau de Marcus. Monsieur Miller, la voix de Marcus est venue nette et claire. J'ai traité le paiement. La salle est sécurisée. L'argent liquide, la voix de William était frénétique, à bout de souffle. Où est l'argent liquide? Vous aviez dit que vous l'auriez à l'arrière. J'ai dit que la transaction serait gérée selon nos protocoles légaux, a répondu Marcus calmement. Le paiement du fournisseur sera traité sous forme de chèque certifié et envoyé à l'adresse fournie sur la facture dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables.
Nous ne distribuons pas de grandes sommes d'argent liquide sous aucune circonstance. Le silence qui a suivi était lourd et absolu, je pouvais presque entendre le son de tout l'univers de William en train de se fracturer. Un chèque, la voix de William était un petit couinement terrifié. 3 à 5 jours? Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai besoin de l'argent liquide maintenant, ce soir. Vous ne comprenez pas. Ils vont me tuer. Je comprends parfaitement, Monsieur Miller, a dit Marcus, son ton étant dépourvu de toute sympathie. Cependant, l'Aster Room ne sera pas partie prenante de vos indiscrétions financières. La transaction est terminée. Passez une agréable soirée. J'ai regardé sur la caméra de sécurité William trébucher vers l'arrière, ses mains se cramponnant la tête. Il ressemblait à un homme à qui l'on venait de remettre une peine de mort. La panique, la terreur pure et non altérée qui rayonnait de lui était palpable, même à travers l'écran. Il s'était piégé lui-même, il avait commis une fraude, volé sa famille et menti à tout le monde. Et il n'avait toujours pas l'argent pour se sauver des usuriers. Je me suis adossé dans mon fauteuil en cuir, un sourire froid et dur s'est installé sur mon visage. La fête battait son plein sous moi, la musique résonnait, le champagne coulait et l'illusion de richesse était éblouissante de clarté. Mais je connaissais la vérité, je savais que la fondation de toute leur existence s'effondrait sous leurs pieds. Ils avaient exigé que je paye le prix de leur existence, et je m'y étais conformé. Mais la facture arrivait à échéance à exactement 6h12 demain matin, et j'allais m'assurer absolument qu'aucun d'entre eux ne puisse se permettre le coup. J'ai quitté la suite de sécurité cachée et j'ai descendu le couloir moquetté. Mon téléphone semblait lourd dans ma poche, contenant l'enregistrement audio de William suppliant pour sa vie. Le son de sa panique était une douce mélodie, mais je n'avais pas le temps de la savourer, je devais retourner au rez-de-chaussée avant que mon absence ne soit remarquée. Le grand escalier s'incurvait vers le bas jusqu'au hall principal où les premiers arrivés commençaient à peine à se mêler. J'ai gardé mon visage parfaitement neutre, un masque d'obéissance calme que j'avais perfectionné pendant 3 décennies. Alors que je tournais le coin près du vestiaire, ma mère est apparue. Semblant sortir de nulle part, Barbara possédait une capacité terrifiante à me localiser chaque fois qu'elle sentait son contrôle glisser. Elle portait une robe de soirée vert émeraude foncé qui moulait sa silhouette, accessoirisée avec de faux bijoux en diamant qu'elle avait probablement acheté avec un plan de paiement à taux d'intérêt élevé. Son visage était parfaitement maquillé pour le public, mais au moment où elle a croisé mon regard, son expression s'est durcie en un masque de pure de panique agressive. Elle s'est précipitée en avant et m'a attrapé le bras avec une telle force que ses ongles en acrylique manucuré se sont enfoncés douloureusement dans ma peau. Je n'ai pas fléchi, je ne me suis pas écarté, j'ai simplement regardé sa main puis son visage. Elle s'est approchée tout près, son lourd parfum floral étouffant complètement la senteur subtile du lieu coûteux. « Qu'est-ce que tu fais encore ici, Jessica ?» a-t-elle sifflé entre ses dents, s'assurant qu'aucun des invités qui passaient ne puisse entendre son ton toxique. « Madison t'a dit de passer la carte et de partir immédiatement. Tu vas gâcher l'esthétique de la soirée en traînant ici avec cet air amer. » J'ai gardé ma voix basse et parfaitement monotone. Je partais, maman. Je devais attendre que le reçu final soit traité. Ma mère n'a pas relâché mon bras, au lieu de cela, ses doigts se sont resserrés encore plus et elle a commencé à me traîner loin du hall principal. Sa force était alimentée par une panique pure. « Nous allons avoir une petite conversation tout de suite », a-t-elle chuchoté durement. Elle m'a tiré dans un couloir latéral vers les toilettes de luxe. Le couloir était bordé de marbre italien importé et de miroirs en feuilles d'or, reflétant ses mouvements frénétiques et ma soumission calme. Elle a poussé la lourde porte en bois des toilettes et m'a tiré à l'intérieur, laissant la porte se refermer avec un choc lourd qui a résonné dans la pièce spacieuse. Les toilettes de l'Aster Room étaient conçues pour ressembler à un sanctuaire pour l'élite, les murs étaient recouverts de papier peint en soie rose pâle, et d'immenses lustres en cristal projetaient une lumière chaude et flatteuse sur les miroirs de courtoisie. Des méridiens en velours profond se trouvaient au centre de la pièce, entourés d'orchidées blanches fraîches. C'était un espace bâti pour que les femmes riches retouchent leur maquillage et commèrent sur leur père. Ce soir, il servirait de scène pour la dernière performance désespérée de ma mère. Barbara a relâché mon bras et s'est immédiatement laissé tomber à genoux, vérifiant sous les cabines pour s'assurer que la pièce était complètement vide. Elle a vérifié chaque coin, sa paranoïa rayonnant d'elle en vagues invisibles. Une fois satisfaite que nous étions entièrement seuls, elle s'est retournée vers moi. La mère agressive et exigeante a disparu en une fraction de seconde, c'était une transition magistrale. Ses épaules se sont affaissées,
sa poitrine s'est soulevée d'une respiration saccadée soudaine, et des larmes ont instantanément jailli de ses yeux. Elle déployait son arme ultime, la routine de la mère en pleurs. « Oh, Jessica » a-t-elle sangloté, portant le dos de sa main à son front dans un geste de profonde souffrance. Je suis resté immobile près des lavabos en marbre, observant sa performance avec un détachement clinique. Il y a 10 ans, ces fausses larmes m'auraient détruite, j'aurais fait n'importe quoi pour la réconforter, j'aurais vidé mes comptes bancaires juste pour qu'elle arrête de pleurer. Mais aujourd'hui, j'ai vu clair à travers la manipulation transparente. J'ai remarqué que ses yeux n'étaient pas réellement rouges, j'ai remarqué qu'elle faisait très attention à ne pas étaler son mascara coûteux. Elle jouait la comédie, elle jouait un rôle conçu pour contourner mes défenses et sécuriser ma conformité. Je n'ai pas dit un mot, j'ai laissé le silence pendre dans l'air, la forçant à continuer de parler pour remplir le vide. Ma mère a fait un pas de plus, tendant les mains pour attraper les miennes. Ses paumes étaient moites et froides. Jessica, s'il te plaît. Tu dois comprendre pourquoi nous avons besoin que tu fasses cela pour William. La banque va prendre notre maison. Les mots sont sortis de sa bouche en cascade, se mélangeant en un torrent désespéré de demi-vérités. Ton père et moi avons des mois de retard sur l'hypothèque. Nous avons souscrit un prêt massif sur la propriété pour aider William avec son entreprise il y a 2 ans. Nous pensions qu'il allait bâtir un empire, nous pensions qu'il allait élever le nom de la famille Vance au sommet absolu de la société de New York. Elle s'est interrompue, laissant échapper une plainte dramatique qui a résonné fort contre les murs de marbre. Mais l'entreprise a échoué, Jessica. Elle a complètement échoué. Et William est dans de graves ennuis. Il doit beaucoup d'argent à de très mauvaises personnes. S'il ne les paye pas d'ici demain matin, ils vont lui faire du mal. Il pourrait faire du mal à Madison et au petit Mason. Nous sommes absolument désespérés. J'ai gardé mes muscles faciaux complètement détendus. Je n'ai pas montré de choc, je n'ai pas montré de colère, j'ai simplement regardé dans ses yeux calculateurs. Alors, vous saviez, ai-je demandé, ma voix étant à peine un murmure. Vous saviez qu'il avait altéré le contrat du traiteur pour me voler 13 500 $ sur ma carte de crédit? Ma mère n'a même pas eu la décence d'avoir l'air honteuse. Elle a serré mes mains plus fort, les secouant pour insister. Ce n'est pas du vol, Jessica, a-t-elle supplié, sa logique étant complètement déformée par le désespoir. C'est une réallocation temporaire de fonds. William a juste besoin d'argent liquide pour refinancer sa dette et éloigner ces personnes dangereuses. Il a un plan brillant pour investir l'argent restant et tout récupérer au centuple. Tu ne fais que fournir le prêt-relais pour le garder en sécurité. Vous voulez que je prenne 18 500 $ de dette de carte de crédit à taux d'intérêt élevé pour que votre beau-fils blanc puisse payer ses dettes de jeux d'argent illégaux? Ai-je déclaré, exposant les faits bruts et les sans aucun enrobage. N'utilise pas ce ton avec moi, a lancé ma mère, ses fausses larmes disparaissant une seconde avant qu'elle ne les force à revenir. Ne comprends-tu pas le fardeau qu'il porte? William est le seul qui apporte un vrai prestige à cette famille. C'est un banquier d'affaires, il évolue dans des cercles auxquels nous ne pourrions jamais accéder sans lui. Il a donné à Madison une vie respectable, il nous a donné un beau petit-fils métis. Nous devons le protéger à tout prix. Nous ne pouvons pas le laisser aller en prison ou se faire du mal pour un hoquet financier temporaire. Elle a lâché mes mains et a commencé à faire les 100 pas sur le tapis moelleux, ses talons s'enfonçant dans l'épaisseur. Elle se préparait pour le coup final, l'insulte ultime conçue pour me remettre exactement à ma place. « Regarde ta vie, Jessica » a-t-elle dit en désignant sauvagement vers moi. « Regarde ce que tu as. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Tu travailles dans une petite boutique sale à arranger des ballons bon marché et des cadeaux de fête. À quoi sert ton argent de toute façon? Tu n'as absolument aucun héritage à protéger, tu n'as aucun statut à maintenir. Nous essayons de sauver la seule branche respectable de cette famille. Tu dois sacrifier un peu pour ton sang. Tu devrais te sentir honoré que nous te fassions assez confiance pour demander ton aide. » L'ampleur absolue de son illusion était stupéfiante. Elle croyait vraiment que ma vie était complètement sans valeur simplement parce que je n'avais pas d'homme debout à côté de moi. Elle croyait que mon argent chèrement gagné appartenait à un accro au jeu d'argent simplement parce qu'il avait un titre professionnel d'entreprise et la peau pâle. Elle était entièrement prête à détruire mon avenir financier pour protéger son propre statut social fabriqué. Elle a arrêté de faire les 100 pas et s'est tenue directement devant moi à nouveau, me regardant avec un mélange d'espoir et de prétention. « Laisse simplement la salle traiter le débit » a-t-elle chuchoté en se penchant tout près.
Rentre chez toi et reste calme. Sois la bonne fille obéissante pour une fois dans ta vie. Sauve ta famille, Jessica. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé la femme qui avait passé toute ma vie à me faire sentir petite, insignifiante et laide. J'ai regardé la femme qui venait de confesser participer activement à une fraude financière massive contre sa propre fille. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas disputé. J'ai lentement tendu le bras et j'ai attrapé son poignet. J'ai enroulé mes doigts autour de son bras et j'ai serré avec une pression froide et calculée. Ma mère a eu un petit hoquet, ses yeux se sont agrandis de surprise face à ma soudaine dominance physique. J'ai décollé ses doigts de mon bras, éloignant sa main de mon corps avec une force lente et délibérée. C'est bon, ai-je dit, ma voix semblant complètement étrangère, même à mes propres oreilles. C'est me paraissait une voix faite de pure glace. Je vais m'occuper de cela entièrement d'ici demain matin. Ma mère a laissé échapper un soupir massif de soulagement, un vrai sourire brisant enfin son expression paniquée. Oh, Jessica, merci. Merci tellement. Je savais que tu finirais par faire ce qu'il faut. Ton père et moi sommes tellement fiers de toi. Je n'ai pas attendu qu'elle finisse, je lui ai tourné le dos et j'ai marché vers la lourde porte en bois des toilettes. Je l'ai poussée et je suis sorti dans le couloir de marbre brillamment éclairé, la laissant seule parmi les orchidées blanches et le papier peint en soie. J'ai parcouru le couloir, mon esprit fonctionnant avec une clarté létale absolue. Je possédais désormais la sainte trinité de la vengeance, j'avais la preuve numérique de la signature falsifiée sur le contrat de mon établissement, j'avais l'enregistrement audio d'une clarté cristalline de William tentant d'extorquer mon gérant général pour de l'argent liquide. Et maintenant j'avais la confirmation finale incontestable de la complicité toxique de mes parents. Ils savaient tout et ils avaient choisi de me sacrifier quand même. Ils pensaient avoir gagné, ils pensaient que j'allais absorber la dette silencieusement et retourner à ma misérable petite vie. Ils n'avaient pas la moindre idée que je n'étais pas la victime dans ce scénario, j'étais l'exécuteur, et le compte à rebours avant leur destruction complète et totale avait officiellement commencé. Je suis sorti de la Stair Room dans le chaud soir new-yorkais, prêt à orchestrer la plus grande chute que ma famille ait jamais vue. La nuit s'est effacée dans une aube violette alors que je m'assoyais seul au centre de mon bureau d'angle vitré. Je n'avais pas dormi une minute, mais je ne ressentais pas la moindre fatigue. La ville de Manhattan s'étendait sous mes pieds, ses réverbères cédant lentement la place au soleil levant. Je tenais une tasse de café noir, laissant la chaleur amère m'ancrer dans la réalité présente. Mon massif bureau en acajou était complètement nu, à l'exception de mon poste de travail principal. 3 brouillons de courriel brillaient sur l'écran sombre à haute résolution, c'étaient les ordres d'exécution numérique que j'avais passé toute la nuit à construire méticuleusement. J'ai regardé l'horloge numérique dans le coin de mon moniteur passer à 6 heures du matin. J'avais exactement 12 minutes avant que la journée de travail ne commence officiellement pour mes divisions d'entreprise et les agences fédérales que j'allais contacter. J'ai ouvert le premier brouillon adressé au chef de la sécurité de la Stair Room. Son nom était John, le même homme qui gérait tout mon appareil de sécurité privée. La ligne d'objet était simplement « Protocole de annulation d'événements de niveau 1 ». J'avais joint l'avis juridique formel révoquant le permis d'événement de Madison Vance en raison d'une fraude contractuelle extrême et de divergence de paiement. Mes instructions à John étaient absolues et impitoyables, il devait immédiatement verrouiller la grande salle de bal et toutes les suites VIP adjacentes, il devait fixer de lourdes chaînes en acier à travers les portes principales en laiton. Empêchant toute entrée physique depuis la rue, il devait afficher des avis de fin de service sur chaque entrée, citant une activité financière frauduleuse comme cause spécifique de l'annulation. J'avais spécifiquement mandaté qu'un détachement de sécurité tactique complet reste sur place pour refouler tout fournisseur, invité ou membre de la famille qui tenterait de contourner le verrouillage. Madison pensait posséder mon établissement pour la nuit, elle pensait être la reine de la salle de bal, d'ici midi, elle ne pourrait même pas poser le pied sur le trottoir public à l'extérieur du bâtiment sans que mon équipe de sécurité ne la refoule. Le deuxième courriel était dirigé vers un contact de haut niveau au sein de l'unité des crimes financiers fédéraux. Ce n'était pas un rapport de police anonyme standard déposé par un portail public, c'était un dossier de poursuite entièrement réalisé livré directement à un directeur fédéral avec lequel je travaillais fréquemment lors d'acquisitions d'entreprises complexes. J'avais joint la copie numérique du contrat de salle altéré, en soulignant l'adresse IP spécifique qui prouvait que William avait accédé au système administratif depuis son propre réseau domestique. J'avais inclus l'analyse médico-légale de David sur la tentative de détournement de fonds, les numéros d'acheminement des usuriers prédateurs et la piste de papier épuisante du capital vidé de mes parents.
Le joyau de la couronne du dossier était le fichier audio que j'avais enregistré depuis ma suite de sécurité, la propre voix frénétique de William suppliant le gérant pour 13 500 $ en comptant pour sauver ses jambes d'usurier violent. C'était une preuve irréfutable et concrète de fraude télématique qualifiée, de vol d'identité et d'extorsion criminelle. J'avais détaillé comment il avait utilisé mes identifiants professionnels personnels pour tenter ce vol massif. William avait effectivement signé son propre mandat d'arrêt fédéral et je le livrais en main propre aux autorités. Le troisième et dernier courriel était peut-être l'action la plus impitoyable que j'ai prise de toute ma carrière professionnelle. Il était adressé au directeur senior des acquisitions d'actifs en difficulté pour mon propre groupe de holding privé. La cible était la résidence principale de Charles et Barbara Vance. David avait fourni les détails d'acheminement exact de la deuxième hypothèque sur laquelle mes parents étaient en défaut. Les prêteurs privés prédateurs qui détenaient leurs dettes étaient notoirement agressifs, mais ils étaient aussi très réceptifs au rachat massif et soudain en comptant. Mon courriel autorisait ma société d'acquisition à initier un rachat hostile immédiat de l'hypothèque de mes parents. J'avais instruit mon équipe financière de payer toute prime nécessaire pour sécuriser le titre de créance d'ici la fin de la journée de travail. Ils étaient autorisés à contourner tous les protocoles de négociation standards et à simplement inonder les prêteurs de liquidités. Une fois que mon entreprise posséderait leurs dettes, j'aurais l'autorité légale absolue pour engager des procédures de saisie immédiate et geler tous leurs actifs restants. Ils avaient volontairement sacrifié ma sécurité financière pour protéger leur image sociale, ils m'avaient regardé dans les yeux et exigé que je saigne pour eux, je leur rendais simplement la faveur. En acquérant légalement le toit au-dessus de leur tête et en les dépouillant de leur dernier sanctuaire. L'horloge numérique de mon moniteur est passée à 6h11. J'ai pris une dernière gorgée de mon café, le liquide était complètement froid, mais je m'en fichais. Mon esprit était parfaitement calme, fonctionnant avec le calme terrifiant d'un chirurgien se préparant à amputer un membre cancéreux. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de culpabilité persistante, pas de poussée soudaine d'obligation familiale me submergeant. Ces émotions inutiles étaient mortes hier dans les toilettes. Ma mère m'avait acculé dans une salle de bain et avait exigé que je me ruine pour un homme qui me volait activement. Mon père m'avait menacé de me déshériter pour une facture de traiteur. Ma sœur m'avait traité comme une paysanne dans mon propre bâtiment. Mon neveu m'avait jeté des vêtements sales au visage. Ils avaient collectivement décidé que je n'étais rien de plus qu'une victime acceptable dans leur guerre désespérée pour maintenir une fausse esthétique riche. Ils avaient confondu mon silence de toute une vie avec de la faiblesse, ils avaient confondu ma simple boutique leur avec un échec. L'horloge a sonné exactement 6h12 du matin. J'ai déplacé ma souris et cliqué sur envoyer pour le premier courriel. J'ai cliqué sur envoyer pour le deuxième courriel. J'ai cliqué sur envoyer pour le troisième courriel. L'écran s'est rafraîchi, montrant les 3 messages livrés avec succès dans l'éther numérique. La trappe s'était ouverte à des kilomètres de là. Dans les banlieues riches qu'ils ne pouvaient plus se permettre, ma famille se réveillait dans une ignorance totale de l'apocalypse financière et légale qui fonçait vers eux à une vitesse folle. Je me suis adossé dans mon fauteuil ergonomique et je me suis permis d'imaginer la matinée se déroulant dans leurs espaces loués chaotiques. Madison était sans aucun doute assise à sa coiffeuse brillamment éclairée, entourée de cosmétiques contrefaits bon marché qu'elle prétendait importer de Paris. Elle buvait probablement du vin pétillant à prix réduit dans une flûte en cristal, prenant des photos lourdement filtrées pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle aboyait des ordres vicieux et dégradants au malheureux coiffeur indépendant qu'elle avait engagé pour la matinée, se plaignant de l'éclairage et admirant sa fausse robe de marque. Elle croyait fermement être la reine absolue de la société new-yorkaise, se préparant pour son couronnement ultime ce soir. Elle n'avait pas la moindre idée que son palais royal était en train d'être enchaîné par mon équipe de sécurité privée. Elle n'avait pas la moindre idée que sa liste d'invités soigneusement élaborée allait arriver devant un bâtiment sombre et verrouillé, placardé d'avis de fraude. Dans la chambre adjacente, William était vraisemblablement debout devant son placard, transpirant à travers son maillot de corps alors qu'il fixait sa collection de costumes bleu marine sur mesure. Il vérifiait probablement son application bancaire mobile toutes les 5 minutes, attendant l'injection massive d'argent liquide qu'il pensait m'avoir volé avec succès hier. Il pensait probablement que sa panique intense lors de la visite de la salle n'était qu'un hoquet temporaire, il croyait que me forcer à passer ma carte noire avait résolu tous ses problèmes fatals. Il se disait qu'il était un survivant ultime, un brillant opérateur d'entreprise qui a facilement manœuvré sa belle-sœur organisatrice d'événements non éduqués. Il était complètement inconscient qu'une équipe d'enquêteurs fédéraux ouvrait un fichier sécurisé contenant sa confession verbale complète et se préparait à dépêcher des agents à sa position.
Il pensait mettre un costume de luxe pour une fête somptueuse, mais il s'habillait en réalité pour son propre acte d'inculpation fédérale. À l'autre bout de la ville, dans la maison de banlieue immaculée dans laquelle il vivait depuis 30 ans, Barbara et Charles commençaient leurs propres rituels matinaux d'illusion absolue. Mon père était probablement debout dans le grand hall, pratiquant son swing de golf et admirant son reflet dans le miroir doré du couloir. Il se félicitait d'être le patriarche fort et sans compromis qui avait réussi à soumettre sa jeune fille rebelle. Il pensait que ses tactiques agressives et abusives avaient sauvé la réputation de la famille et sécurisé sa position dans la hiérarchie du quartier. Ma mère était probablement assise dans sa chambre principale, fermant un collier en oxyde de zirconium autour de sa gorge et s'émerveillant de sa propre brillance manipulative. Elle pensait que sa performance dramatique de pleurs dans la salle de bain avait été un chef-d'œuvre d'extorsion émotionnelle, elle croyait fermement que ses fausses larmes avaient sécurisé son salut et financé la fête de son petit-fils préféré. Il s'habillait joyeusement et appliquait des parfums chers dans une maison qu'il ne possédait techniquement plus. Il faisait de grands plans pour un avenir qui venait d'être légalement acquis par mon groupe de holding. Et Mason, le neveu gâté et prétentieux qui m'avait jeté sa veste directement au visage, était probablement encore allongé dans son lit défait, faisant défiler sans fin son téléphone. Il rédiguait vraisemblablement des légendes très arrogantes pour les photos qu'il prévoyait de prendre à la salle ce soir, se vantant de sa richesse générationnelle et de son statut social d'élite. Il se croyait complètement intouchable, protégé par une bulle magique d'argent familial qui n'existait réellement nulle part en dehors de leur imagination collective. Il n'avait aucune idée que sa grande célébration de 18 ans était déjà une scène de crime active, et que toute sa réalité était une illusion pitoyable financée par des dettes extrêmes et une fraude télématique désespérée. Je me suis adossé dans mon fauteuil et j'ai regardé le soleil du matin percer complètement l'horizon, inondant mon bureau spacieux d'une lumière dorée brillante et éblouissante. La grande ville de New York se réveillait pour un beau matin clair. Mon téléphone crypté restait complètement silencieux sur le bord du bureau en acajou, il n'y avait pas de SMS furieux, pas d'appels téléphoniques paniqués, pas de demande de travail gratuit. Le silence dans la pièce était une perfection absolue. Les membres de ma famille allaient simplement vaquer à leur matinée, souriant dans leurs divers miroirs, se coiffant et attachant leur fausse armure de luxe, ils marchaient joyeusement et de plein gré vers un mur en briques solides à toute vitesse. J'ai cherché dans mon cœur une seule once de pitié ou de regret, mais je n'ai absolument rien trouvé. Je leur avais donné chaque opportunité concevable de me traiter avec une décence humaine de base au cours des 30 dernières années, j'étais resté hors de leur chemin, je les avais laissés profiter de leurs illusions de grandeur. Je n'avais jamais frotté ma véritable richesse massive à leur visage. Mais ils ne pouvaient pas simplement me laisser tranquille, ils avaient activement choisi de me traiter comme une proie. Ils m'avaient traqué dans mon bureau et avaient essayé de consumer mon gagne-pain pour nourrir leur vanité insatiable. Maintenant, ils allaient découvrir la leçon la plus brutale de toutes, ils allaient découvrir exactement ce qui se produit lorsque la prétendue proie s'avère être le superprédateur de tout l'écosystème. Je me suis levé de mon bureau, j'ai lissé les lignes nettes de ma veste sur mesure et j'ai marché lentement vers mon ascenseur privé. J'avais une journée très occupée et très divertissante devant moi, et je voulais être au premier rang lorsque le premier domino massif s'effondrerait enfin au sol. Le soleil de l'après-midi tapait sur le pavé sans défaut à l'extérieur de la stair room. Je m'assoyais confortablement à l'arrière de ma Cadillac Escalade noire aux vitres teintées, garée précisément de l'autre côté de la rue face à l'entrée principale. Mon chauffeur avait sécurisé le point de vue parfait, me donnant une vue sans obstacle sur le désastre imminent. Je tenais une tablette sur mes genoux, diffusant l'audio haute définition en direct des micros de sécurité discrets montés au-dessus des portes en laiton. Le piège était tendu, et la première vague de victimes commençait à arriver. À 16h pile, des véhicules de luxe ont commencé à s'engager dans le rond-point. Les voituriers, qui étaient en réalité mon personnel de sécurité sous couverture dans des uniformes impeccables, se sont avancés pour ouvrir les portes. La liste d'invités que Madison avait élaborée était une tentative désespérée d'apparaître vitale pour la société new-yorkaise, des petits politiciens locaux, des cadres bancaires de niveau moyen et des commères riches du quartier sont sortis de leurs véhicules, portant des robes d'après-midi coûteuses et des costumes sur mesure. Ils s'attendaient à être introduits dans un paradis somptueux de champagne gratuit et de bœuf wagyu, au lieu de cela, ils ont été accueillis par un blocage physique de rejet absolu et incontestable. Les lourdes portes d'entrée en verre et en laiton de la stair room étaient enveloppées de denses chaînes en acier industriel. Les maillons métalliques brillaient durement au soleil, un contraste brutal avec l'architecture élégante. Un massif cadenas renforcé sécurisait les chaînes.
tape directement sur le verre à hauteur des yeux se trouvaient de brillants avis juridiques orange, le texte noir en gras déclarait l'événement officiellement annulé en raison de graves violations de contrat et d'une fraude financière active. Debout côte à côte devant les portes enchaînées se trouvait une ligne de 6 massifs gardes de sécurité, ils portaient des costumes noirs impeccables avec des oreillettes discrètes et leur visage était entièrement dépourvu de toute émotion. Ce n'étaient pas des videurs d'événements standards, c'était du personnel tactique d'élite employé directement par mon groupe de holding. Je les avais personnellement sélectionnés pour leur présence intimidante et leur refus absolu de tolérer le manque de respect. John se tenait quelques pas derrière eux, les bras croisés, observant la foule grandissante avec le détachement froid d'un commandant militaire. La confusion a balayé la foule d'invités d'élite. Des femmes en talons de marque ont trébuché légèrement en s'arrêtant, leur visage passant de sourires polis à une véritable perplexité. Des hommes en costume de lin ont pointé les avis orange, lisant les mots « fraude financière » à voix haute à leurs femmes. Le faible murmure de la conversation polie a rapidement grimpé en un SM bruyant de commérage et d'indignation. Les gens ont commencé à sortir leur téléphone, prenant des photos des portes enchaînées et de la sombre équipe de sécurité. La façade sociale soigneusement construite de Madison saignait déjà sur le béton avant même qu'elle ne soit arrivée. 10 minutes plus tard, une massive limousine stretch blanche de location a tourné le coin et s'est engagée lourdement dans le rond-point. C'était un véhicule incroyablement tape à accent grave-l'œil, le genre habituellement réservé aux soirées de bal de fin d'année bruyantes, mais Madison pensait sans doute que cela projetait une royauté absolue. Le chauffeur a mis la voiture sur stationnement et a fait le tour pour ouvrir la porte passager arrière. Madison est sortie la première, s'arrêtant un court instant comme si elle s'attendait à un barrage de flash d'appareils photo. Elle portait une robe rouge vif allant jusqu'au sol qui était complètement inappropriée pour une fête d'anniversaire d'après-midi, c'était une imitation de marque bon marché recouverte de faux cristaux qui captait le soleil d'une manière agressive et éblouissante. Elle a souri largement, prête à saluer son public adorateur. Mais alors que ses yeux se concentraient sur la scène devant elle, le sourire a glissé de son visage et s'est brisé. William est sorti ensuite, émergeant de la limousine dans son costume bleu marine impeccable. Il a ajusté ses poignets et a bombé le torse, jouant le rôle du patriarche riche subvenant aux besoins de sa famille. Il a regardé autour de lui, s'attendant à voir des invités sirotant du champagne dans le hall, au lieu de cela, il a vu 150 personnes confuses et en colère debout sur le pavé chaud, fixant une ligne de garde de sécurité et des chaînes en acier. Le sang s'est vidé du visage de William si vite qu'il semblait physiquement malade, la réalité de son échec le fixait directement dans les yeux. Mason a sauté de l'arrière, portant la veste sur mesure froissée qu'il m'avait jetée hier. Il tenait son téléphone levé, ayant clairement l'intention de diffuser en direct sa grande entrée. Il s'est arrêté net, son téléphone flottant dans l'air alors qu'il assimilait les portes verrouillées et la foule qui chuchotait. Ses amis, les garçons d'école privée d'élite à qui il avait promis une nuit de luxe illimité, se tenaient à l'avant de la foule, pointant du doigt et riant des géants avis de fraude orange. Le sourire arrogant de Mason a fondu en une expression de profonde humiliation adolescente. Charles et Barbara ont fermé la marche, luttant légèrement pour sortir du véhicule bas. Mon père portait une veste de golf rigide, son visage étant déjà rouge à cause de la chaleur de l'après-midi. Ma mère serrait son faux sac de marque contre sa poitrine, ses yeux naviguant frénétiquement de la foule aux portes enchaînées. Elle a reconnu le désastre instantanément, mais son cerveau refusait activement de le traiter. Madison s'est frayé un chemin à travers les invités qui murmuraient, sa lourde robe traînant agressivement contre le pavé. Elle a marché droit vers la ligne de garde de sécurité, son visage se tordant en un masque de pure prétention absolue. J'ai monté le volume sur ma tablette, laissant sa voix stridente remplir l'intérieur calme de mon SUV. Quelle est la signification de ceci, a hurlé Madison, pointant un doigt tremblant vers les lourdes chaînes en acier. Ouvrez ces portes immédiatement. Je suis l'hôtesse de cet événement. Vous gâchez la fête d'anniversaire de mon fils. Avez-vous la moindre idée de combien d'argent je dépense ici aujourd'hui? Le garde principal, un homme massif nommé John, s'est simplement contenté de la regarder de haut, il n'a pas bougé un seul muscle. Sa voix a résonné dans les micros extérieurs, grave et entièrement imperturbable, cet événement a été officiellement annulé. Madame, vous et vos invités devez quitter les lieux immédiatement. Madison a laissé échapper un son qui était à moitié un hoquet, à moitié un cri. Annulé, a-t-elle hurlé, sa voix craquant sous l'hystérie. John n'a pas fléchi, il n'a même pas cligné des yeux. Le gérant du lieu est indisponible, madame. Les ordres d'annulation sont venus directement du sommet.
Le bâtiment est verrouillé en raison d'une fraude financière confirmée associée à votre groupe de réservation. S'il vous plaît, instruisez vos invités d'évacuer la propriété. Le mot « fraude » a résonné fort dans le rond-point. Les invités environnants ont eu un hoquet audible. Plusieurs femmes ont couvert leur bouche, se penchant pour chuchoter à leur mari. La position sociale de Madison s'évaporait activement dans l'air humide de l'été. Elle a regardé autour d'elle sauvagement, voyant le jugement et la pitié dans les yeux des gens qu'elle avait tant essayé d'impressionner, son visage est devenu d'un violet sombre. William a dépassé sa femme, se plaçant directement dans l'espace personnel de John. William était un homme grand, mais il semblait complètement pitoyable en essayant d'intimider le gigantesque professionnel de la sécurité. Il a bombé le torse, déployant son arme ultime de supériorité perçue, il s'apprêtait à jouer sa carte de privilège d'entreprise, s'attendant à ce que l'équipe de sécurité se tapisse devant son esthétique de banquier. « Écoutez-moi, espèce de voyou incompétent », a aboyé William, sa voix suintant de venin et de fausse autorité. « Je suis vice-président senior dans une grande institution financière. J'ai personnellement arrangé le contrat pour ce lieu. Vous faites une erreur catastrophique. Amenez votre gérant ici tout de suite. Avez-vous la moindre idée de qui je suis ?» John a regardé William de haut avec une expression de léger dégoût. Il s'est légèrement penché en avant, dominant le banquier en panique. « Nous savons exactement qui vous êtes, Monsieur Miller. Nous savons aussi exactement ce que vous avez fait avec le contrat. Nous ne prenons pas d'ordre des gérants, et nous ne prenons certainement pas d'ordre de vous. Nous ne prenons d'ordre que du président, monsieur. Et le président vous veut hors de cette propriété. » William a trébuché vers l'arrière comme s'il avait été frappé physiquement. La mention de sa falsification de contrat a brisé sa façade entièrement, il savait qu'il savait. Le lieu n'était pas seulement fermé, c'était un piège. Ses yeux ont balayé le parking, cherchant frénétiquement les usuriers dangereux à qui il devait de l'argent. Il a réalisé qu'il était à découvert, complètement exposé, avec absolument aucun argent liquide et aucun moyen de payer ses dettes. Il a commencé à hyperventiler, ses mains tremblant violemment alors qu'il tirait sur sa cravate en soie coûteuse. Mason se tenait près de la limousine, son visage brûlant de honte. Ses amis se moquaient ouvertement de lui maintenant, enregistrant sa famille en train d'être publiquement humiliée par l'équipe de sécurité. Mason s'est tourné vers sa mère, sa voix étant pleurnicharde et agressive. « Maman, règle ça tout de suite. Tu m'avais promis la meilleure fête de la ville. Tout le monde se moque de moi. Tu me fais honte devant toute mon équipe. Fais quelque chose d'utile pour une fois. » Madison s'est retournée et a frappé Mason fort sur le bras, sa propre panique débordant en une rage mal placée. « Tais-toi, Mason » a-t-elle sifflé frénétiquement. « Ne vois-tu pas que nous gérons un malentendu massif ? Va juste attendre dans la limousine. » Charles et Barbara étaient figés près du fond de la foule, entièrement incapables de traiter la scène. Mon père fixait les géants avis de fraude orange, sa mâchoire travaillant en silence. Il savait que William avait altéré le contrat, mais il ne s'était jamais attendu à faire face à des conséquences publiques, il pensait que sa simple présence forcerait le monde à se plier à ses souhaits. Maintenant, il se tenait sur un trottoir chaud, regardant son gendre en or s'effondrer en un gâchis pitoyable et tremblant pendant que des inconnus chuchotaient sur son comportement criminel. Barbara était dans un état de terreur absolue, elle a attrapé le bras de Charles, ses ongles en acrylique s'enfonçant dans sa veste. « Charles, fais quelque chose » a-t-elle supplié, sa voix tremblant. « Appelle Jessica. Dis-lui de venir ici et de régler ce gâchis. Elle m'a promis hier qu'elle s'en occuperait. Elle m'a dit en face que tout serait géré. » Mon père a sorti son téléphone de sa poche, ses gros doigts balbutiant alors qu'il composait mon numéro. J'ai regardé l'écran de mon téléphone personnel s'éclairer sur le siège à côté de moi, l'identifiant affichait le nom de mon père. Je n'ai fait aucun geste pour répondre, j'ai simplement regardé le flux en direct sur ma tablette, observant son visage alors que l'appel allait directement sur ma messagerie cryptée. « Elle ne répond pas » a aboyé Charles en raccrochant et en recomposant. La petite morveuse me renvoie directement sur la messagerie. Barbara a arraché son propre téléphone de son sac de marque, ses mains tremblant si fort qu'elle l'a fait tomber sur le pavé. Elle s'est précipitée pour le ramasser, ignorant les regards bizarres des invités restants. Elle a composé mon numéro, tenant le téléphone fermement contre son oreille. J'ai regardé son visage se tordre dans une horreur montante alors qu'elle était elle aussi envoyée directement sur ma messagerie. « Elle nous ignore » s'est écriée Barbara, sa voix craquant sous une véritable peur.
Pourquoi ferait-elle cela? Pourquoi humilierait-elle Madison ainsi devant toutes ces personnes importantes? Elle sait que William a besoin de cet argent aujourd'hui. Elle sait ce qui arrivera s'il ne l'obtient pas. Je m'assoyais dans le confort frais et climatisé de mon SUV, savourant la perfection absolue du moment. Ils réalisaient enfin que leur bouc émissaire invisible et obéissant avait orchestré leur exécution publique, ils commençaient enfin à comprendre que ma promesse de m'en occuper signifiait m'occuper d'eux définitivement. Ils m'avaient acculé dans un coin et s'attendaient à ce que je meure silencieusement pour leur bénéfice, ils n'avaient aucune idée que je possédais les ressources pour acheter toute leur réalité et la broyer de mes propres mains. Les invités perdaient rapidement intérêt pour le spectacle et gagnaient de l'intérêt pour leur propre préservation, le mot « fraude », couplé à la présence agressive de la sécurité, suffisait à renvoyer les mondains d'élite se précipiter vers leurs véhicules de luxe. Ils ne voulaient pas être associés à une enquête criminelle. Le rond-point s'est transformé en un gâchis chaotique de voitures faisant marche arrière et de portes qui claquaient alors que le public soigneusement élaboré de Madison l'abandonnait entièrement. Madison hurlait après les voitures qui partaient, les suppliant de rester, promettant que ce n'était qu'un petit problème administratif. William s'appuyait lourdement contre le côté de la limousine de location, se cramponnant la poitrine et respirant fort, il ressemblait à un animal acculé, réalisant qu'il n'y avait absolument aucune issue face aux prédateurs qui l'attendaient dans l'ombre. Mason s'était réfugié à l'arrière de la limousine, cachant son visage dans ses mains, complètement détruit par le rejet public de ses pairs. Mes parents se tenaient au centre du rond-point, entièrement seuls au milieu du chaos. Barbara pleurait ouvertement maintenant, ses fausses larmes remplacées par une terreur réelle alors qu'elle continuait de composer mon numéro encore et encore. Charles faisait les 100 pas en un cercle serré, son visage étant un masque de rage impotente, hurlant après les gardes de sécurité qui ignoraient simplement son existence. La grande illusion de la famille Vance était morte, complètement brisée sur le pavé à l'extérieur de mon bâtiment. Mais le spectacle n'était pas encore terminé, le dernier acte était sur le point d'arriver. J'ai baissé la vitre teintée de mon SUV d'une fraction de millimètre, laissant l'air chaud et humide de l'été s'infiltrer dans l'habitacle, je voulais entendre cette partie de mes propres oreilles sans le filtre des micros de sécurité, je voulais ressentir la vibration dans l'air. Depuis l'intersection principale située à 2 pâtés de maisons de là, le hurlement soudain et perçant de plusieurs sirènes a coupé l'air de l'après-midi. Le son a commencé comme un cri distant et a rapidement grimpé en un rugissement assourdissant. Les invités restant dans le rond-point se sont figés, tournant la tête vers le bruit. William a redressé la tête d'un coup sec, ses yeux grands ouverts d'une terreur primale absolue, il a trébuché loin de la limousine, cherchant frénétiquement un endroit où courir, mais ses jambes semblaient incapables de supporter son poids. 3 voitures de police lourdement sérigraphiées ont tourné le coin, leurs pneus crissant contre l'asphalte. Leurs feux de détresse rouge et bleu flashent brillamment dans le soleil de l'après-midi, projetant des ombres dures et erratiques sur les visages de ma famille. Les voitures ne ont pas ralenti pour enquêter, elles ont accéléré agressivement vers la stair room, exécutant une manœuvre tactique parfaitement coordonnée. La première voiture a pilé devant la sortie principale du rond-point, bloquant efficacement le mouvement de la limousine de location, les deuxième et troisième voitures ont bloqué l'entrée arrière, scellant toute voie d'évacuation possible. Le parking s'est instantanément verrouillé, inondé de feux clignotants et de la lueur aveuglante des projecteurs de police. William est tombé à genoux sur le pavé, ses mains allant automatiquement derrière sa tête, ce n'était pas un criminel durci, c'était un voleur d'entreprise lâche, et la vue de la police a complètement brisé le peu d'esprit fragile qu'il lui restait. Il a commencé à sangloter fort, un son pitoyable et misérable qui a résonné par-dessus le hurlement mourant des sirènes. Madison était figée, sa robe rouge vive faisait d'elle une cible parfaite au centre des feux clignotants. Elle fixait les voitures de police la bouche ouverte dans un silence d'incrédulité. Son grand événement social était passé d'un embarras à huis clos à un raid criminel à part entière en moins de 20 minutes. Mon père a trébuché vers l'arrière, heurtant ma mère qui se couvrait le visage d'horreur, ils ressemblaient à des statues sculptées dans une pure terreur. Ils avaient volontairement participé à la fraude de William, ils savaient pour son extorsion et avaient essayé de me forcer à financer son évasion, il réalisait soudainement que lorsque la police enquête sur une fraude télématique massive, elle regarde chaque personne impliquée dans la piste de l'argent. Je me suis adossé contre les sièges en cuir souple de mon SUV, remontant la vitre pour isoler le bruit des officiers qui criaient. J'ai ramassé ma tasse de café froid, prenant une gorgée satisfaite, l'exécution se déroulait exactement comme prévu. La signature falsifiée, l'enregistrement de l'extorsion et les données des prêteurs prédateurs étaient tous en sécurité entre les mains des autorités. Le rachat de l'hypothèque de la maison de mes parents était déjà en cours de traitement par ma société d'acquisition d'entreprise.
Ils avaient exigé un sacrifice pour leur sang, j'avais simplement décidé de m'assurer que ce soit leur sang versé sur l'autel. J'ai tapé sur le verre de ma vitre, faisant signe à mon chauffeur de s'éloigner silencieusement. La famille Vance n'avait plus besoin de moi, ils avaient la police pour leur tenir compagnie. J'avais un empire à diriger, et je n'allais pas laisser leur chute pitoyable gâcher le reste de mon bel après-midi. Mon chauffeur a manœuvré le lourd SUV autour du pâté de maison, échangeant de manière fluide le véhicule dans mon garage souterrain sécurisé contre la voiture que je réservais pour les moments vraiment décisifs. La transition a pris moins de 5 minutes, mais elle a donné à la police le temps exact nécessaire pour établir leur périmètre absolu. Je m'assoyais dans le vaste habitacle arrière de ma rutilante Maybach noire, lissant le tissu de mon costume de pouvoir sur mesure, le tissu anthracite était tissé de fils d'argent subtils, projetant une autorité absolue et inébranlable. J'ai vérifié mon reflet dans la vitre teintée, je ressemblais exactement au prédateur d'entreprise qu'il n'avait jamais vu venir. J'ai donné au chauffeur le signal de retourner sur les lieux. La scène chaotique dans le rond-point de l'Aster Room atteignait son paroxysme. Les voitures de police avaient complètement verrouillé le périmètre, leur feu lavant les visages terrifiés de ma famille dans un rouge et bleu cru. Les invités d'élite restants étaient entassés près des bords de la propriété, incapables de récupérer leur voiture, piégés comme témoins involontaires du désastre qui se déroulait. Le ronronnement lourd du moteur de la Maybach a coupé le bruit de la foule qui murmurait, le massif véhicule noir a glissé silencieusement dans le rond-point, s'arrêtant directement derrière la barricade de police. La simple présence de la voiture de luxe exigeait une attention immédiate, la foule de mondains en panique s'est instinctivement écartée, créant une voie claire et large vers l'entrée principale où ma famille se tenait figée de terreur. Mon chauffeur est sorti rapidement, faisant le tour pour ouvrir ma porte. Je suis sorti du véhicule, plantant un talon aiguille fermement sur le pavé. Je me suis tenu parfaitement droite, ajustant les revers impeccables de ma veste. Derrière moi, 2 de mes avocats d'affaires les plus impitoyables sont sortis de la voiture de suivi, portant des serviettes en cuir remplies de la documentation juridique de la ruine totale de ma famille. J'ai marché lentement à travers le rond-point, mes talons cliquant à un rythme stable et commandeur contre le béton. Je ne me suis pas précipité, j'ai laissé le silence lourd s'étirer alors que les gens commençaient à reconnaître la femme qu'ils pensaient être juste une humble organisatrice d'événements, maintenant entourée d'avocats puissants et sortant d'un véhicule d'un demi-million de dollars. Je me suis arrêté à exactement 10 pieds de ma famille. Ils me fixaient avec des expressions de totale incompréhension. Madison serrait sa fausse robe de marque ruine, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson cherchant de l'air. Barbara et Charles semblaient halluciner activement, incapables de faire le pont entre la fille qu'ils abusaient et le titan debout devant eux. William tremblait si violemment que je pouvais entendre ses respirations courtes et saccadées par-dessus le ralenti des voitures de police. Mason regardait d'avant en arrière entre son père et moi, son sourire arrogant d'adolescent complètement effacé par une peur réelle. Avant que l'un d'eux ne puisse trouver les mots pour parler, j'ai levé la main et désigné le sommet du bâtiment, j'avais donné à John des instructions spécifiques pour ce moment exact. Au-dessus des portes en verre enchaîné, le panneau d'affichage numérique géant qui affichait habituellement des publicités élégantes pour le lieu est soudainement devenu totalement noir. Une seconde plus tard, il a flashé d'une clarté aveuglante, illuminant tout le parking avec un texte blanc net sur un fond noir pur. Les mots ont flambé dans le ciel pour que chaque invité, officier de police et voiture qui passait puisse les voir, événement annulé. Motif, William Miller, vol d'identité et fraude financière. Cordialement, la présidente Jessica Vance. Le hoquet collectif des 150 invités VIP d'élite a sonné comme un vide soudain, aspirant tout l'air humide du rond-point. Les murmures ont éclaté en une symphonie chaotique de choc et de scandale, les gens pointaient du doigt le géant panneau illuminé, lisant mon nom à voix haute, puis me regardaient directement. Debout là dans mon costume de pouvoir, j'ai regardé une dévastation absolue laver ma famille alors que leur réalité fragile et fabriquée était violemment arrachée. Madison a fixé le panneau et a laissé échapper un cri guttural de déni pur. Elle a attrapé sa tête, la secouant d'avant en arrière comme pour essayer de déloger physiquement les mots lumineux de son cerveau. Jessica, a-t-elle hurlé, sa voix craquant sous une hauteur hystérique. Qu'est-ce que c'est que ça? Que as-tu fait? Que dit ce panneau? Je suis resté complètement impassible, ne rayonnant rien d'autre qu'une froide efficacité d'entreprise. J'ai fait exactement ce que j'avais promis à maman dans les toilettes, ai-je dit, ma voix portant clairement par-dessus le bruit de la foule. Je m'en suis occupé. Je vous avais dit que je gérerais la situation entièrement, et je l'ai fait. Vous vouliez que je paye pour la fête, alors je l'ai simplement annulée,
c'est l'un des nombreux avantages de posséder l'immeuble. Mon père a fait un pas chancelant en avant, son visage perdant toute sa couleur rougeaude. Posséder l'immeuble, a-t-il bafouillé, sa voix étant faible et tremblante. De quoi parles-tu, Jessica? Tu arranges des fleurs. Tu ne possèdes pas l'Aster Room. Tu as une toute petite boutique dans le Queens. Je possède en réalité tout le pâté de maison commerciale, papa, ai-je répondu calmement en joignant mes mains devant moi. La boutique de fleurs n'était qu'un leurre pratique, un endroit où travailler où je savais que toi et maman ne prendriez jamais la peine de venir parce que vous considériez le quartier en dessous de vous. Cela a gardé votre avidité toxique et insatiable loin de mes véritables actifs. Pendant que vous vidiez le capital de votre maison pour financer l'addiction aux jeux d'argent illégaux de William, je bâtissais un empire immobilier. Et en parlant de votre capital, vous devriez probablement lire les documents que mes avocats ont apportés pour vous. J'ai fait un geste vers l'avocat sur ma droite, il s'est avancé, tirant une épaisse pile de papiers juridiques de sa serviette et les enfonçant directement dans les mains tremblantes de mon père. Ma société d'acquisition vient de racheter votre hypothèque en difficulté il y a 2 heures, ai-je déclaré fort, m'assurant que les invités environnants puissent entendre chaque mot de leur ruine. Vous êtes officiellement en défaut de paiement. Vous devrez libérer les lieux d'ici la fin du mois. Je vous suggère de commencer à emballer vos polos de golf immédiatement, Charles. Barbara a laissé échapper un cri aigu, s'effondrant lourdement contre le bras de Charles. Ses genoux ont fléchi et elle a glissé sur le pavé, pleurant de manière hystérique. Ce n'était pas une performance, c'étaient de vraies larmes de terreur absolue. Elle perdait sa maison, son faux statut social et son gendre en or le tout en l'espace de 5 minutes. Elle a levé les yeux vers moi, son maquillage étalé et ruine, me suppliant de lui dire que c'était une plaisanterie cruelle. Elle a tendu une main tremblante vers mes chaussures, me suppliant d'arrêter cette folie, mais je ne lui ai offert absolument aucun réconfort, je me suis simplement contenté de la regarder de haut. Observant les conséquences de sa cruauté de toute une vie prendre enfin racine dans la lumière crue du jour. J'ai tourné mon attention vers Mason, qui se tapissait contre la limousine de location. Tu voulais ton bœuf wagyu cuit saignant, Mason, ai-je dit, mon ton suintant d'une condescendance glaciale. J'ai bien peur que la cuisine soit définitivement fermée. Tu peux peut-être demander à ton père de t'acheter un burger avec l'argent qu'il a essayé de me voler. Essaie de ne pas être inutile pendant que tu emballeras ta chambre ce soir. Mais la réaction la plus glorieuse de tout l'après-midi a appartenu à William. Il a regardé le géant panneau d'affichage numérique diffusant ses crimes fédéraux à toute la ville et son esprit s'est complètement brisé. Les officiers de police qui avaient sécurisé le périmètre s'avançaient maintenant vers notre petit groupe, dégainant leurs menottes. La détective principale, une femme à l'air sévère en gilet tactique, a appelé le nom de William Miller. William n'a pas essayé de s'expliquer, il n'a pas essayé de jouer sa carte de privilège d'entreprise comme il l'avait fait avec mes gardes de sécurité, le poids écrasant des preuves fédérales que j'avais fournies ne lui laissait absolument aucune issue. Une panique primale pure a piraté son corps, William a laissé échapper un cri pleurnichard pitoyable et a soudainement pris la fuite. Il a bousculé Mason, faillant renverser l'adolescent, et a couru frénétiquement vers la sortie du rond-point. Il avait l'air incroyablement ridicule, courant dans ses mocassins coûteux, ses bras pompant sauvagement alors qu'il essayait de semer les conséquences inévitables de sa propre arrogance. Il pensait pouvoir semer une fraude télématique fédérale, il pensait pouvoir simplement disparaître dans la ville et se cacher des usuriers et de la police. Il a fait à peine 20 mètres. Les officiers de police ont réagi avec une précision tactique immédiate, 2 officiers corpulents ont couru après lui, comblant facilement la distance. Alors que William essayait d'esquiver autour d'une voiture de police garée, l'un des officiers s'est précipité en avant et l'a plaqué directement sur l'asphalte dur. Le son de son corps frappant le pavé a été un choc lourd et écœurant qui a résonné nettement dans le rond-point. William a laissé échapper un grand cri de douleur alors que son visage était pressé fermement contre le béton chaud. Les officiers ont été sur lui instantanément, lui tordant les bras rudement derrière le dos. William se tordait et pleurait, les suppliant de le lâcher, hurlant que c'était tout un malentendu massif et qu'il avait juste besoin de passer un appel téléphonique. Les officiers ont ignoré ses plaintes pitoyables, passant les lourdes menottes métalliques à ses poignets avec un clic net et décisif. Ils l'ont redressé agressivement, son costume bleu marine impeccable était déchiré à l'épaule et recouvert de saleté de rue grise, sa joue était écorchée et saignait, un contraste brutal avec l'expression suffisante et confiante qu'il avait arborée dans mon bureau quelques heures auparavant. Madison hurlait de manière hystérique, essayant de courir vers son mari, mais mon garde de sécurité privé s'est avancé, formant un mur impénétrable entre elle et la police.
Elle a frappé ses poings contre la poitrine de John, gémissant et sanglotant, exigeant qu'il relâche son mari parce qu'il était vice-président d'une banque. John est simplement resté là, la laissant s'épuiser contre sa carrure massive, complètement insensible à sa routine de femme au foyer riche. Mason était figé près de la limousine, son téléphone tombé et oublié sur le sol, il regardait son père être exhibé devant ses riches amis d'école privée comme un vulgaire criminel de rue. L'humiliation était absolue et permanente. Les 150 invités d'élite ont regardé le spectacle avec une attention captive, tenant leur téléphone pour enregistrer toute la chute. Ils chuchotaient furieusement entre eux, cimentant la destruction absolue de la réputation de la famille Vance en temps réel. Madison ne pourrait plus jamais montrer son visage dans un country club ou un gala de charité, William allait en prison fédérale pour longtemps, mes parents allaient être expulsés de leur maison et forcés à la pauvreté. Ils avaient passé toute leur vie à adorer l'illusion du prestige et à ignorer la décence humaine de base, et maintenant ils n'avaient plus rien d'autre qu'une honte publique et des dettes écrasantes. Je suis resté en silence, entouré de mes avocats, observant la police faire monter William à l'arrière d'une voiture de patrouille. Il m'a regardé à travers la vitre, son visage pressé contre le verre, des larmes coulant sur ses joues, il comprenait enfin qu'il avait essayé d'extorquer la mauvaise femme. Je lui ai adressé un petit fait de main polie et lui ai tourné le dos. J'ai regardé ma mère, pleurant toujours au sol, mon père fixant les papiers de saisie dans un silence abasourdi, et ma sœur sanglotant de manière incontrôlable contre le garde de sécurité impassible. J'ai senti un sentiment profond et absolu de paix s'installer dans mes os, l'exécution était complètement sans faute. Mon empire était entièrement en sécurité, et les parasites avaient été définitivement retirés de ma vie. J'ai marché vers ma Maybach, la foule de mondains d'élite s'écartant pour moi avec une terreur et un respect nouveaux. Je me suis glissé dans l'intérieur de luxe frais et silencieux du véhicule, laissant le bruit et les pleurs derrière moi. Je venais d'instruire mon chauffeur de me ramener à la maison lorsque j'ai réalisé que la finalité absolue de ce moment exigeait ma présence physique. La destruction de ma famille ne pouvait pas être quelque chose que je regardais simplement à travers une vitre teintée, cela devait être une exécution publique, et je devais être celle qui tenait la hache. De plus, alors que mon chauffeur commençait à manœuvrer lentement la massive Maybach vers la sortie de la rue, deux silhouettes se sont jetées directement sur la trajectoire du véhicule. Mon chauffeur a été forcé de piler sur les freins, la lourde voiture s'arrêtant brusquement pour éviter de leur rouler dessus. Je me suis penché en avant sur mon siège en cuir moelleux et j'ai appuyé sur le bouton argenté pour baisser ma vitre teintée de quelques centimètres seulement. L'air chaud et humide de l'été est réentré dans l'habitacle silencieux et climatisé, apportant avec lui les sons pitoyables de leur défaite absolue. Barbara et Charles étaient tombés lourdement à genoux sur l'asphalte impitoyable du rond-point. Ils sanglotaient violemment, leurs mains se tendant et agrippant le bord du cadre de ma vitre ouverte. « Jessica, s'il te plaît » a gémi Barbara, sa voix étant entièrement dépouillée de son vernis arrogant habituel. Ses faux cils se décollaient et son visage était un gâchis ruine de mascara et de panique profonde. « Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas prendre notre maison. Nous sommes tes parents, Jessica. Nous t'avons donné la vie. Nous t'avons élevé dans un bon foyer. Tu dois nous montrer de la miséricorde. Nous sommes de ton sang. » Mon père pleurait ouvertement maintenant, son orgueil fragile et toxique complètement brisé et laissé dans la saleté. « Nous ferons n'importe quoi, Jessica, » a-t-il supplié, me regardant avec des yeux terrifiés et injectés de sang. Il ressemblait à un vieil homme frêle, dépouillé de sa veste de golf et de son autorité fanfaronnante. « Rends-nous juste la maison. S'il te plaît, ne nous laisse pas ici sans rien. Nous allons changer. Nous te traiterons mieux. S'il te plaît, appelle la banque et arrête cela. » J'ai regardé les deux personnes qui avaient passé toute mon existence à me faire sentir microscopique. J'ai regardé les mains qui avaient pris mon argent chèrement gagné pour le donner à un enfant chéri. J'ai cherché dans mon âme une seule goutte de miséricorde ou d'obligation familiale, j'ai cherché toute trace persistance de la fille obéissante qui avait l'habitude de convoiter leur validation. Il n'y avait absolument plus rien en moi que de la froide clarté d'entreprise. « Vous m'avez laissé sans rien pendant 30 ans, ai-je déclaré, ma voix étant parfaitement égale et dépourvue de toute émotion. Vous avez bâti toute votre vie sur ma souffrance silencieuse. Vous ne vivez pas une tragédie, Charles, vous vivez simplement le retour sur votre investissement. » J'ai tendu le bras et j'ai doucement décollé les doigts tremblants de ma mère du verre coûteux de ma vitre. J'ai appuyé sur le bouton et la vitre lourdement teintée est remontée doucement et silencieusement, coupant définitivement leurs cris frénétiques.
J'ai tapé sur la cloison vitrée insonorisée et mon chauffeur a manœuvré avec expertise autour de leur silhouette à genoux, s'engageant sur la route principale et les laissant dans le rétroviseur pour toujours. 3 mois ont passé avec l'efficacité rapide et magnifique d'un plan d'affaires parfaitement exécuté. La chute spectaculaire de la famille Vance s'est finalisée sans un seul problème. William avait désespérément essayé de négocier un accord de plaidé coupable, mais ses efforts ont été complètement futiles. Les procureurs fédéraux, armés de mes preuves numériques inattaquables et de sa propre confession enregistrée, ont refusé de lui offrir la moindre indulgence. Il purge actuellement une peine obligatoire de 5 ans pour fraude télématique qualifiée et vol d'identité dans une prison fédérale à sécurité moyenne. Il avait troqué ses costumes bleu marine sur mesure contre une tenue orange vif standard. Sa carrière dans la banque d'affaires était définitivement détruite et ses amis d'élite du country club avaient complètement effacé son nom de leur mémoire collective. Il passait ses journées à récurer les soldes de la cafétéria pour des centimes de l'heure, un salaire approprié pour un homme qui pensait pouvoir voler des milliers. Madison a été forcée de faire face à une réalité dure et épuisante qu'elle avait passé toute sa vie à fuir. Sans le revenu volé de William et avec son statut social complètement vaporisé, elle n'a eu d'autre choix que d'entrer sur le marché du travail. Je me permettais occasionnellement le bref divertissement privé d'imaginer sa nouvelle routine quotidienne. La femme qui exigeait autrefois du bœuf wagyu rare et des orchidées importées se tenait désormais à la fenêtre du drive d'une chaîne de restauration rapide régionale. Elle travaillait 40 heures par semaine en portant un uniforme en polyester rigide et un casque gras, prenant les commandes de déjeuner des mêmes mères de famille du quartier qu'elle regardait de haut auparavant. C'était une mère célibataire vivant dans un petit appartement de 2 chambres délabré, se noyant complètement sous la dette agressive qu'elle avait accumulée en achetant des robes de marque contrefaites et de faux sacs de luxe. Mason avait été forcé d'abandonner son école privée d'élite et de s'inscrire au lycée public local où ses anciens amis le harcelaient sans relâche en ligne pour sa chute dramatique. Barbara a subi un sort tout aussi poétique et misérable. Lorsque mon équipe d'expulsion est arrivée dans leur vaste demeure de banlieue ce lundi fatidique, on leur a donné exactement 2 heures pour libérer les lieux. Ils ont été forcés d'emballer tous les vêtements et effets personnels bon marché qu'ils pouvaient porter dans des sacs poubelles en plastique noir pendant que mon personnel de sécurité les observait. Ils vivaient désormais dans un tout petit studio délabré à l'extrême périphérie industrielle de la ville. La chaleur étouffante de l'espace étroit et non climatisé et le bruit constant et assourdissant de l'autoroute à proximité étaient un rappel quotidien et permanent de leur échec catastrophique. Charles travaillait comme accueillant dans un magasin de bricolage, tandis que Barbara essayait de vendre ses faux bijoux en diamant à des prêteurs sur gages locaux juste pour payer leurs factures d'électricité. Il n'avait plus d'admission au club de golf, plus de véhicules de luxe et absolument aucun héritage familial à protéger. Je me tenais sur le vaste balcon en verre de mon nouveau Pantouse de luxe, laissant la brise fraîche d'automne me recouvrir. La brillante silhouette de la ville de New York s'étendait dans toutes les directions sous mes pieds, un magnifique réseau électrique de pouvoir infini et d'opportunités sans fin. Je tenais ma tablette d'une main, révisant distraitement les détails financiers finaux d'une fusion d'entreprises massive de plusieurs millions de dollars que ma société de holding était sur le point de conclure. Les chiffres étaient absolument parfaits, les projections étaient totalement sans faute, mon empire s'étendait à un rythme qui aurait été complètement impossible si je portais encore le poids mort de ma famille toxique et parasite. J'ai pris une lente gorgée de mon vin rouge millésimé coûteux et j'ai regardé les petites voitures bouger comme des fourmis insignifiantes dans les rues loin en contrebas. Le silence du Pantouse était une symphonie magnifique, il n'y avait plus personne pour exiger mon argent, il n'y avait plus personne pour insulter mon apparence, il n'y avait plus personne pour me dire que j'étais un échec. Le sang ne fait pas une famille, ai-je dit à voix haute, ma voix résonnant dans le ciel nocturne magnifique et vide. Le respect, oui. Et lorsque les gens exigent que vous payiez le prix de leur existence, vous ne vous contentez pas de les couper de votre vie, vous leur montrez exactement ce qu'ils ne pourraient jamais se permettre d'être.